Gracchus raconte, présente, assassinat sur l'Isola Belle. Un polar ripalo. Amadeus, comme disait Wolfgang. Mozart dixit. Chapitre 1er. Diane chasseresse. Parle pas le matin d'un printemps paresseux, au petit jour. Une jolie jeune femme d'une trentaine d'années prit place à la terrasse d'un bistrot qui donnait sur le lac. Tout était encore calme et velouté. Seule l'onde et la brise à peine perceptibles chahutaient, l'une le débarcadère, l'autre les pages des livres et des carnets que la jeune femme étala devant elle sur la table où fumait bientôt le premier cappuccino. Elle s'appelait Héloïse, mais on la connaissait sur l'internet francophone sous le pseudo Diane Chasseresse, car elle était youtubeuse true crime, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle produisait un documentaire hebdomadaire traitant de crimes réels, de tueurs en série, d'enquêtes policières. Elle était besogneuse par nature, menant ses recherches, écrivant, tournant et montant seule ses émissions qui paraissaient chaque dimanche à 20h. Et cette semaine, c'était du gros gibier. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, et son affreuse épouse, Monique Olivier. On ne transperce pas si facilement l'épais mystère de cette forêt magique des Ardennes, à moins bien sûr d'être une armée de panzers propulsée par du pétrole texan. De Rimbaud, l'enfant poète aux semelles de vent, au vieux Vicelard, dévoreur de vierges, un siècle et demi de mystère au moins nous y contemple. Plus on creuse, plus on s'enlise. Elle s'en rendait compte maintenant, mais elle était loin de s'en émouvoir. Il lui restait 4 jours pour agencer son récit. Elle avait déjà lu et annoté 3 ouvrages traitant de la question, rempli 2 carnets d'observations en tout genre comme elle en avait l'habitude, et visionné une petite dizaine de documentaires de ses confrères sur la célèbre plateforme qui l'avait révélée. Il s'agissait de ne pas refaire à l'identique ce qui 10 fois, 100 fois fut déjà fait sur le sujet, mais d'y apposer sa propre patte, proposer un point de vue inédit. C'est pourquoi elle traquait, pistait patiemment, fouillait à l'affût du moindre détail qui démarquerait son exposé des précédents. Passèrent ainsi 3 bonnes heures dans le confinement de sa bulle enfumée, entre cafés et goldos, lorsqu'enfin elle débusquait le filon. L'ogre a dit un jour entendre murmurer le diable en personne dans l'escalier qui mène au sous-sol du château qui lui servait d'antre. Elle rédigea d'un trait l'intro définitive de son récit qui partirait de ce point précis. 11 heures sonnèrent au clocher de la petite église toute proche. Elle leva les yeux et découvrit le déferlement de touristes bruyants qui circulaient tout autour. La bulle avait éclaté. L'Isola Belle, îlot insolent de beauté toute italienne, attire toute l'année de pleins bateaux de ces touristes dont elle n'était qu'une tête de bétail en plus. Buongiorno, Ohio, guten Tag. Bonjour. Elle n'entendait plus qu'eux, et les clopes et le café commençaient à tapoter sous ses tempes. Il était temps de plier les gaules et de marcher un peu l'esprit tranquille. Elle avait bien avancé. Elle s'y remettrait après le déjeuner. Pourquoi ne pas visiter le Palazzo Borromeo et ses jardins, merveille de la Renaissance originale? Ce serait une coupure parfaite, un interstice de lumière céleste entre 2 errances morbides sur les sentiers du noir des dalles ardennais. Elle régla ses consommations à la toute jeune serveuse et se mit en chemin, le poids de ses travaux lui battant les hanches au fond de son sac en bandoulière. Elle avait débarqué la veille avec son compagnon sur ce petit rocher émergé au milieu des flots du lac Majeur, que l'élite des bâtisseurs et des jardiniers transalpins de jadis avait, génération après génération, patiemment façonné en joyaux merveilleux. Lui, son Julot, était haut placé dans la hiérarchie d'une banale multinationale ni plus ni moins pathogène qu'une autre. Il avait reçu la charge d'organiser la sauterie annuelle des actionnaires au Grand Hôtel des îles Borromée, splendeur monumentale du XIXe siècle dressée sur Stresa au bord du lac, et parfaite antithèse des palaces modernes, en ceci qu'ici la moindre brique semble de marbre. Une trop fine confiture pour de pareils cochons, se dit-elle en songeant à Hemingway. Car le maître lui-même, frappé il y a de cela plus d'un siècle par l'imposante majesté de l'hôtel, en avait fait plus qu'un décor, presque un personnage en clôture de son adieu aux armes. Ils en avaient pour 5 jours et elle, belle Héloïse alias Diane Chasseresse, avait choisi pour ses propres travaux de séjourner sur cette île face à l'hôtel plutôt qu'en son sein. Il lui paraissait plus sain, à tout point de vue en effet, de l'admirer de loin, préférant le tumulte du tourisme culturel à celui des tripoteurs ventripotents et son cortège de larbins et de prostituées.
et Julot, comme souvent, avait abondé en son bon sens. Ils avaient loué pour ces 5 nuits un petit appartement sur l'île, auquel on accédait par une ruelle étroite, presque secrète, et dont le balconnet donnait sur le petit port et ses échoppes. Un nid d'hirondelles discret, un perchoir où voir sans être vu, un pupitre idéal. Elle se présenta donc à l'entrée du palais, s'acquitta du droit de visite et accéda au grand escalier d'apparat. Elle fut tout d'abord happée par le flux ininterrompu des badauds, mais nageuse remarquable. Elle parvint à s'extraire du courant et se hisser jusqu'à la balustrade. Là, elle laissa glisser à loisir ses doigts sur la fraîcheur patinée du marbre tout en égarant son regard le long des rugosités des bas-reliefs, les imposants blasons des Borromées. Elle était assez menue, et surtout si mignonne, si précieuse, que la procession de pèlerins passait sans même oser l'effleurer. Elle put se faufiler à son rythme pour arpenter les premiers corridors, galeries et petits cabinets du bel étage, écaillés de moulures et de tableaux, natures mortes, scènes mythologiques, portraits des êtres et des jours passés, encadrés de panaches dorés plus saisissants encore que les peintures elles-mêmes. Ses yeux s'entortillèrent bientôt jusqu'à l'étourdissement autour des volutes d'ébène d'un secrétaire baroque aux proportions parfaites, marqueté d'ivoire, d'agate et de marbre et surplombé de naïades dorées d'une époustouflante délicatesse. On croirait les entendre chanter. 4 siècles d'existence et pas un élément n'a bougé, surnaturel. Héloïse sentait les fibres de sa latinité pétrifiée qui, l'une après l'autre, retrouvaient leur souplesse originelle, baignées soudain dans un afflux massif d'embrun de la Mare Nostrum, depuis la plante de ses pieds jusqu'à la racine de ses cheveux. Comme si, devant tant de beauté, d'inspiration, de précision, de géniale exubérance et de pure finesse, son échine torsadée, ses iris marbrés, ses joues empourprées. Qu'il est bon de se redécouvrir, de refaire corps avec la crème de ce que nous fûmes. Enfant de son siècle, Héloïse l'investigatrice était de nature désenchantée fatalement, mais coiffée toutefois d'une belle tête chercheuse qui fait du mystère le pain de son âme. Rien, jamais, ne l'intimide vraiment ni ne la décourage. Tout est toujours prétexte à savoir, à découvrir. La vie n'a de valeur à ses yeux que déclinée en un gigantesque jeu de pistes. Elle rit, elle pleure comme vous et moi, mais n'est jamais foudroyée. Jamais ses états ne l'empêcheront de comprendre. Elle allait donc parmi ces merveilles, et c'est comme si elle flottait au-dessus de la cohue. Ses pas se réglaient sur ceux de ses ancêtres, les tisseuses, les paysans, les maçons. Cet impalpable cortège formait autour d'elle un tout, une canopée vaporeuse et veloutée. Arbrisseau paisible au pied de ses aînés, dans la forêt 30 fois séculaire de son vieux peuple, elle était à sa place dans ce grand ensemble et s'y sentait bien. Bois, stuc, plâtre et marbre, en parfaite harmonie jusqu'au moindre détail, la verticalité d'Il Grande Salone qu'elle atteignait peu après l'accueillit sous sa vaste coupole bleutée par un véritable vertige. Ce que c'est que de tomber vers les cieux, se dit-elle, chancelante et le souffle coupé, en proie au premier symptôme de ce syndrome que Stendhal, 2 siècles avant elle, avait contracté à la Chiesa di Santa Croce de Florence. Soudain, une femme poussa un hurlement strident dont l'écho éventa ses songes. Elle se précipita pour porter secours à celle qui l'avait poussée à travers les curieux amassés autour de la source de ce cri. Elle découvrit une grosse femme, très blonde, crispée sur la rambarde d'une fenêtre qui dominait le lac en désignant d'un doigt tremblant quelque chose dans l'eau. En effet, un ray de soleil perçant les nuages révélait une forme immergée par quelques mètres de fond sous les flots calmes et limpides du lac. Peu de place au doute. On distinguait une main qui, ballottée au bout d'un bras, semblait faire lentement coucou au fond du lac, puis 2 jambes et un autre bras ondulant aussi, gravement, autour d'un petit tas de cailloux. C'était un corps. La rumeur enfla, une agitation chaotique s'ensuivit. Les gens se mirent à crier à leur tour, à courir partout, et bientôt les employés du musée firent irruption pour ramener un semblant de calme. Le troupeau d'homidés affolés fut transhumé vers les sorties du palais qui ferma ses portes dans la foulée, et la police de Stresa fut appelée. La grosse femme blonde et son malingre mari étaient suisses et ne parlaient pas l'italien. Héloïse, qui baragouinait la langue de son papy, ainsi que le globish à la mode comme l'était le prussien en 42, servit d'interprète et fut donc priée de rester. Quelques dizaines de minutes plus tard débarquèrent 3 fonctionnaires dont 2 en uniforme, et le 3e en costume de ville et par-dessus. Celui-ci se présenta.
Ispettore Graco, che cosa succede, signora? Buongiorno, ispettore. Mi chiamo Héloïse Garnier. E io sono qui per la traduzione. Vous êtes française? Oui. Vous parlez? Oui, je parle un petit peu le français. Que s'est-il passé ici? Cette femme a crié parce qu'elle a aperçu un corps au fond du lac. Eh oui, ça je sais. La barca della... Il fit claquer ses doigts pour trouver la formule en français. Scienza forense? De la police scientifique? Oui, de la police scientifique. Est en route pour récupérer le corps. Si vous voulez bien nous accompagner per la déposizione. Héloïse traduit en substance au couple de retraités helvètes encore sous le choc les mots de l'inspecteur qui leur emboîta le pas. Ces formalités accomplies, on la libéra, un interprète des carabinieri y en prit le relais. Une vive émotion agitait à présent toute l'île. Le repêchage du corps par les plongeurs depuis la barge de la police devint l'attraction principale de la journée, et peut-être même l'événement du siècle sur ce tout petit périmètre, 320 mètres de long pour 180 de large. Les centaines de visiteurs se ruèrent au bord de l'eau de ce côté-ci de la berge pour n'en pas perdre la moindre goutte. Ils feraient chavirer l'île, ces cons-là, songea Héloïse. Elle mesurait pour sa part à peine plus d'1,60 m et n'eut pas le cœur cette fois de jouer des coudes. Elle s'éloigna de quelques pas, comme on accélère quand tout le monde ralentit à hauteur d'un accident de la route. Mais sa curiosité eut bientôt raison d'elle. Elle parle de crime toute l'année. Elle vit crime, lit crime, pense crime. Quand ce n'est pas histoire, ce qui revient au même, le mot latin historia ne vient-il pas du grec ancien qui veut dire enquête? Au cinéma ne l'intéressent vraiment que les bons polars un peu ficelés. Pour une fois qu'elle est témoin direct d'une affaire, ça serait quand même dommage qu'elle ne se plaçât pas aux premières loges. Elle courut jusqu'au balconnet de son appartement duquel elle aurait une vue dégagée de la Seine. Une fois là-haut, elle plissa les yeux du mieux qu'elle put pour percer la blanche lumière du soleil désormais souverain de l'après-midi scintillant sur le lac et distinguer le déroulé des opérations. Elle prit machinalement quelques notes sur un carnet neuf et, comme elle avait un peu faim, grignota 3 ou 4 graissins plutôt que d'allumer une cigarette. Le corps fut hissé sur la barge de la police au bout d'un bon quart d'heure et emballé dans une housse mortuaire noire avant qu'elle n'ait pu juger de son état. Dommage, glissa-t-elle. Cette information lui paraissait importante. Puis d'un œil plus distrait, elle balaya la foule qui, tournée comme un seul homme insolent vers l'embarcation, faisait fi des harangues des agents de police la priant de se disperser. Son regard s'arrêta alors sur l'une de ces têtes, la seule qui regardait dans sa direction. Parfaitement imberbe et immobile, une vraie boule de cire. Il lui semblait vraiment que cette grosse tête, plus glabre qu'un genou, la fixait. C'était difficile à dire pourtant. Le soleil luisait dessus comme sur une perle et la proéminence de ses arcades sourcilières lui gardait les yeux dans l'ombre. Pourtant elle sentait que ses yeux la transperçaient. Il y avait quelque chose de très menaçant dans ce visage inexpressif, cette tête de bébé du diable plantée au sommet d'un grand corps. Le docteur d'enfer ou fétide Adams, en pas rigolo du tout. Héloïse eut bien de la peine à déglutir ce dernier morceau de graissin qui lui restait dans la bouche, devenue si sèche tout à coup. Chapitre 2. Solong fournirait. Le balconnet était si exigu qu'elle dut rentrer dans l'appartement pour se soustraire à ce regard. Elle se vit foncer jusqu'à la porte d'entrée pour donner un tour de clé. « Qu'est-ce qu'il a, cette tête de ballon d'eau chaude, à me regarder comme ça avec ses yeux en forme de trou de balle ?» maugréa-t-elle. Elle était carrément vexée d'avoir été si effrayée. Son cœur était déchaîné, et cette fois ce n'était pas de la nostalgie romantique. Elle frotta bien fort ses mains l'une dans l'autre pour tenter de calmer le tremblement qui les agitait, fouillant sa mémoire à la recherche d'un boulet de cette forme qu'elle aurait pu croiser sur l'île depuis qu'elle y avait posé pied. Rien. Mais alors, peut-être l'avait-il aperçu avec les flics tout à l'heure. De là, elle envisagea, si tant est que ce balèze à bosse l'avait bel et bien dévisagé, qu'il aurait peut-être partie liée avec l'affaire. Ce que c'est que l'instinct. On n'est jamais sûr, mais quand même. La petite voix qui affirme des trucs que la raison discute. Ni une ni deux, elle déboucha une bouteille de barbaresco pour se réhumecter la lippe et ouvrit son ordinateur. Nouveau dossier. Ciao, fournirait. Les Ardennes sont éternelles et YouTube attendra.
Elle se lança tête baissée dans de nouvelles recherches sur les événements récents qui avaient troublé la tranquillité de l'île, de Strez à la ville juste en face sur le rivage, et plus généralement de tous les villages autour du lac. Elle apprit que les dernières usines venaient de fermer, non sans un certain tumulte évidemment, que la drogue circulait fort, bref, que le marché se portait bien en Italie comme ailleurs. Elle lisait en marmonnant Adultera Luino, 2 morts. D'accord. Tragique accident de voiture? Très bien. Fusillade sur la route de Turin? Tout à fait. Le maire d'Alessandria inquiété dans une affaire de corruption? Pas possible. Ah, disparition du doyen des employés du Palais Borromée sur l'Isola Bella. Elle parcourut l'article en griffonnant quelques phrases sur son carnet. Dante Mitollo, 57 ans, doyen des employés du Palais Borromée sur l'Isola Bella est porté disparu depuis ce matin. Sa concubine, qui a déclaré sa disparition, affirme qu'il est sorti en pleine nuit, prétextant qu'il devait vérifier quelque chose et qu'il n'en avait que pour 1 minute. Il n'est jamais rentré. Ce quinquagénaire, veuf, qui avait refait sa vie, descendant d'une famille habitant depuis plusieurs générations l'île dont il est une personnalité appréciée. Il est propriétaire d'un bar glacier et de 3 appartements de tourisme. Les autorités se déclarent préoccupées et les propriétaires du palais ainsi que les élus de Stresa associent leur peine à celle de sa fille et de sa compagne. Tout sera mis en œuvre pour le retrouver au plus vite. L'article datait de cela 6 semaines. Et depuis, plus rien. Elle poursuivit ses recherches en les centrant sur ce monsieur Mitollo. Hormis quelques annonces de location associées à ce nom, une accréditation aux monuments historiques et une bonne dizaine d'homonymes jusqu'en France et aux USA, il n'y avait pas grand-chose à première vue. Et puis, finalement, sur la 8 ou 9e page de son moteur de recherche, elle dénicha un autre article de la presse locale datant lui d'il y a 10 ans, très élogieux. On y chantait les louanges de ce père de famille fait citoyen d'honneur de la ville de Stresa, travailleur honnête et passionné de patrimoine, détenteur d'un savoir-faire ancestral en matière de rénovation qu'il s'efforçait de transmettre aux apprentis qui passaient sous ses ordres. Malgré une situation financière confortable, il n'avait jamais quitté son service auprès de la noble famille. Le journal, sans doute, appartenait-il aussi aux descendants des Borromée, pour entretenir son mirifique patrimoine. On y apprenait aussi que lorsque le palais devint un musée conventionnel en 1978, Virgilio Mitollo, le père de Dante, ça ne s'invente pas, qui depuis l'entre-deux-guerres avait participé à tous les grands travaux de rénovation du palais et à son entretien, était lui-même resté en poste jusqu'à sa mort en 89. Son fils qu'il avait formé avait alors repris l'honneur de cette charge. C'était un article intéressant. Il permettait, faute de mieux, d'entrevoir quel homme avait été cette potentielle victime. Ne restait plus maintenant qu'à attendre la confirmation qu'il s'agissait bien de lui. Elle sortit fumer une cigarette sur le balcon, et plus d'une heure ayant passé, vérifier que l'autre pot de front avait fini par foutre le camp. Les terrasses étaient pleines. Dans le brouhaha, elle discernait quelques bribes de conversation qui chacune dans sa langue ne parlait que de l'événement, et l'autre luisant du couvercle, véritable tourelle aux mirettes mitrailleuses modèle Maginot, avait disparu. Elle se décidait à sortir prendre l'air. Dehors, elle vit les petits ferries élégants avaler beaucoup plus de peuple qu'ils n'en déversaient, bien qu'il fût encore tôt. L'île se vidait de ses touristes petit à petit, le palais et ses jardins n'ayant pas rouvert leurs portes. Héloïse put reprendre la même place qu'au matin sur la table qui se libérait à l'instant où elle arrivait. Elle tenta de reprendre les travaux qu'elle y avait laissés, à savoir les fournirer, mais l'intérêt pour ces vieux dégueulasses avait passablement pâli par rapport à cette nouvelle affaire. Elle n'y était plus. Une part de plus en plus grande de sa conscience articulait tant bien que mal, avec le peu d'éléments dont elle disposait, divers scénarios sur ce meurtre. Car c'en était un de meurtre, ça du moins, elle en était sûre. Personne ne se noie en disposant soi-même des rochers sur son torse. Cependant qu'elle tricotait ses menus filins, elle ne parvint pas à se départir d'une sensation corrosive, comme si l'autre poisson-lune était toujours là qui l'observait, tapi dans l'ombre. Elle sentait cette inquiétude pesante sur sa nuque. « Résumons-nous, se dit-elle, expirant une longue bouffée de fumée. J'ai un cadavre, même pas sûr de qui c'est. Pas l'ombre d'un mobile, évidemment, et en filigrane un vague marsouin dont je sais rien, sinon qu'il fout la trouille. En gros, je n'ai de dur que l'endroit où le corps a été découvert. Le père Simenon se foutrait de moi en sirotant son muscadet. Et tout la mère Christie derrière sa cup of tea. Chapeauter une bonne histoire sérieuse avec si peu de matériaux. » Pendant ce temps, l'île continuait de se vider de ses visiteurs et dans leur sillage le chahut faiblissait. Vers 16 heures, il ne restait déjà plus que les employés des bars-restaurants,
le gars tout seul dans sa guérite qui sert de billetterie pour les bateaux, quelques subsahariens sous-payés dans les cabanes où l'on vend des babioles aux badauds et quelques 3 ou 4 derniers touristes attardés sur l'embarcadère. Et plein de canards qui barbotaient comme des canards. L'onde et la brise reprenaient leur symphonie, comme si jamais elles n'avaient été interrompues, tandis qu'au-dessus de la couronne de montagne, le spectre de la lune pleine commençait à se détacher du ciel. La tenancière du bar, une femme fringante, d'une coquette cinquantaine d'années, passa brusquement juste à côté d'Héloïse et fila jusqu'au bout de la jetée. La jeune femme la suivit des yeux. Elle la vit se planter au-dessus de l'eau et put mesurer au tremblement de la cigarette qu'elle tenait au bout de ses doigts combien elle semblait troublée. La donna ne parvint pas à allumer son briquet qu'excédée, elle jeta dans le lac. Héloïse se dit qu'il s'agissait peut-être de la compagne du fameux mytholo dont parlait l'article. Alors, prise d'une empathie sincère et non sans une pointe d'intérêt, elle prit son briquet et vint à elle. « Bonjour, madame, dit-elle en italien. La femme sursauta et écrasa les premières larmes sur ses joues avant de se retourner. Héloïse reprit doucement en faisant claquer son briquet. « Tenez, si vous voulez. » La femme eut un sourire pâle et tendit sa cigarette au bout de ses lèvres vers la flamme qu'on lui tendait. « Merci, murmura-t-elle. « Vous avez l'air tellement triste, dit Héloïse d'un ton affable. Je peux faire quelque chose? Je loge ici, et comme je n'ai rien de prévu, vous êtes gentil. Mais non, vous ne pouvez rien. Merci. » La femme plongea le temps d'une hésitation son regard dans celui d'Héloïse, et finit par lâcher. « Enfin si, j'ai besoin d'un verre, je vous l'offre. Je suis la tenancière du bar. » Bingo. Volontiers, dit Héloïse. Je suis justement à cette table et... Je sais, coupa la femme. Vous étiez déjà là ce matin, je vous ai reconnu. Elle dit plus haut en direction du bar. Isabelle, veux-tu bien nous apporter 2 spritz, s'il te plaît? La toute jeune barmaid, âgée d'une quinzaine d'années maximum, vint à tire d'elle porter les 2 verres orangés, puis retourna aussitôt se poser derrière son comptoir. Elle était timide, comme on l'est à cet âge tendre. L'âge ridicule où le visage définitif éclot chaque élément à un rythme indépendant l'un de l'autre, donnant à l'ensemble les allures de pull en laine lavé trop chaud en plus d'être mitée d'acné. Elle évoquait une petite fée craintive et fragile, ne s'exprimait d'une voix blanche qu'en réponse courte et se gardant bien de croiser chaque regard qu'on lui adressait. Son corps pourtant était déjà celui d'une femme et son opulente chevelure noire de jais laissait présager un superbe papillon en gestation sous son éphémère chrysalide. Elle était la candeur incarnée. « Alors comme ça, vous êtes française ?» demanda la gérante du bar, comme pour parler d'autre chose que du chagrin qui la tourmentait, et tendit son verre pour trinquer avec Héloïse. « Ça se voit tant que ça. Ça s'entend surtout. Puis vous êtes belle et très distinguée pour une jeune femme, mais naturelle. Votre regard est franc, empli de caractère. Cela correspond assez à l'image que je me fais des jeunes françaises. » Héloïse fut flattée à l'énoncé de ces gentils clichés. « Ben, je vous remercie, dit-elle, un peu cueillie. À votre santé, mademoiselle. Héloïse, Catherine. » Des dizaines de questions brûlaient les lèvres d'Héloïse, et comme pour les retenir, elle les trempa dans la coupe amère. Puis elle lâcha tout de même, voilant à peine une pointe de malice. À la mémoire du défunt qu'on a repêché cet après-midi, la femme tressaillit. Elle alluma une nouvelle cigarette avec le mégot de la précédente, tandis qu'une nouvelle grosse larme glissait sur son visage. « À sa mémoire, oui, dit-elle. Pardonnez ma tristesse, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'il s'agit de mon homme, le père d'Isabelle. » Bingo, bingo, carré. Héloïse, excitée, mais terriblement désolée de remuer le couteau dans la plaie, réfréna sa curiosité et se tut en lui tendant un mouchoir en papier. Puis d'un ton consolant, se voulant plein d'espoir. « Comment pouvez-vous en être si sûr? J'étais avec la dame qui a vu le corps la première. J'ai même aidé pour la traduction de ses premières déclarations aux policiers. À ce que je sache, le corps n'a pas été identifié. Pas besoin, je le sais, je le sens. C'est mon Dante. Il a disparu il y a 1 mois et demi. Je vis dans l'angoisse depuis. Je savais bien qu'il n'était pas parti avec une poule comme me l'ont plus ou moins suggéré les couillons. Mon Dante n'avait que 2 amours, sa fille et cette île. Moi, je n'étais que sa meilleure amie. Des homonymes d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé. Isabella, Isolabelle, rien n'était laissé au hasard chez lui. Pour rien au monde, il ne les aurait quittés. Sans compter qu'Isabella et lui étaient fusionnels. D'autant plus, paraît-il, depuis la mort de la mère de la petite. Le chagrin de Caterina était empreint d'une grande noblesse, qui ne laissa pas Héloïse indifférente. Elle renonça définitivement à la cuisiner. Elles bavardèrent pendant près d'1 heure, de ce malheur qui les touchait, elle et sa belle-fille, bien entendu, mais pas seulement. Des temps présents, de la vie, de la mort.
du délitement de tout au profit des usuriers cupides et hypocrites, et de la crédulité, la paresse et la lâcheté des autres. Ce faisant, elles torpillèrent encore 2 spritz chacune. Caterina rit presque même, l'espace d'une seconde, à une remarque acide d'Héloïse à propos des gros rois fainéants cocaïnés et prostatiques qui occupaient là-bas le bel et grand hôtel. Elle semblait sinon apaisée, tout du moins distraite et reconnaissante de l'être. Dans d'autres circonstances, ces 2 femmes eussent pu très facilement devenir amies, c'était évident. Mais cette relative et précaire bonne humeur fut bientôt brisée net, fauchée par le cri lugubre d'un corbeau tout près qui résonna comme une alarme. Les 2 femmes sursautèrent et se retournant, constatèrent que la jeune Isabella n'était plus seule derrière son comptoir à scroller sur son téléphone, mais en compagnie de l'autre déplumé de la hure. Caterina grinça aussitôt. « Ah, le revoilà celui-là. Il se passe pas 2 heures sans qu'il vienne rôder autour de la gosse. Et c'est encore pire depuis que mon Dante n'est plus là. » Puis, plus haut, elle harangua le satyre. « Eh Gianni, dis donc peloso, t'as pas des paons à nourrir ou des plates-bandes à désherber là-haut au jardin ?» Caterina, se disant, se leva, mais déjà l'homme aux cheveux chus les avait rejointes. Il était grand, remarquablement bâti, et d'un calme souverain qui lui conférait un charisme implacable. Héloïse, bien sûr, l'avait reconnu. Elle s'efforçait de ne rien laisser paraître de son inconfort, cette peur qui de nouveau l'étreignait, mais qu'elle refusait d'admettre. Elle se leva à son tour pour lui serrer la main qu'il lui tendait poliment. « Buongiorno, signorina », dit-il d'une voix grave et suave en inclinant sa haute tête de cucurbitacée dans une posture presque surjouée d'urbanité, insensible à l'ostensible hostilité de Caterina. Héloïse, d'aussi près, put enfin voir ces gros yeux en trous de bite qui jamais ne clignent au fond de leurs orbites. Ils étaient d'une noirceur menaçante derrière son sourire arrogant. « Allez, allez, ça va comme ça !» l'interrompit Caterina. « Retourne travailler, beau parleur. D'ailleurs, on ferme, il n'y a plus personne à servir ici. »« Allons, Caterina, répondit M. Patate. Serre-moi une icnousa. J'attends Gaetano qui doit venir me récupérer sur sa barcasse. Il y a une enquête en cours là-haut. On nous a tous interrogés et depuis c'est relâche. » Caterina se crut obligée de présenter l'intrus à Héloïse. « Héloïse, voici Gianni Infantana, jardinier au palais et prétendant de ma belle-fille malgré qu'il a 2 fois son âge. Hein, dis, bastardo !» Le carnassier dégarni ne parut toujours pas affecté par les invectives répétées de la maîtresse des lieux et les prit même à la rigolade. « Ah, Caterina !» lâcha-t-il sans se départir de son sourire commercial. « Dieu seul sait pourquoi tu me détestes. Mais va, moi je t'aime bien quand même. » Il poussa même l'audace jusqu'à passer furtivement le revers de l'index en prononçant cette dernière phrase sur la joue de son interlocutrice. Celle-ci eut un mouvement de recul en retour et le fusilla du regard. Il y eut un court silence de profond malaise que seul Infantana parut ne pas subir. « Allez, va, je m'en vais, » annonça-t-il. « Tant pis pour moi, je boirai ma bière Stresa avec Gaetano. » Il marqua un temps, tout en maîtrise, et se tournant vers Héloïse, ajouta en français « Au revoir, mademoiselle. À bientôt. » Ce « à bientôt » tomba lourdement, comme un présage. « Oula, je t'aime pas, toi ?» se dit Héloïse en répondant « forse », peut-être, en italien, soulagée toutefois d'apprendre qu'il ne vivait pas sur l'île. Il partit d'un pas tranquille en sifflotant l'hymne à l'amour et adressa un clin d'œil tapageur à Isabelle, toujours prostrée là-bas, derrière son comptoir. Héloïse, malgré la palpable épaisseur qui persistait en elle comme partout autour, fut très attentive à l'émotion que ce geste suscita dans le cœur trop tendre de l'adolescente. Caterina le laissa s'éloigner un peu et glissa à l'oreille d'Héloïse, entre rage et chagrin. Il ne se permettait jamais ça quand mon Dante était là. Il le détestait, ce dôme de cuir, et voyait d'un très très mauvais œil qu'il tourne autour de sa fille chérie. « Ouais, je comprends, » répondit Héloïse. Puis Caterina, de reprendre d'un ton tranquille. « Merci en tout cas. J'ai passé un bon moment avec vous, et jamais je n'aurais cru ça possible. Merci aussi pour votre italien. Je ne parle pas le français, et l'anglais que je pratique à longueur de journée finit par m'écorcher la bouche. » Héloïse eut un sourire. « Il piacere è tutto mio. Mon grand-père était lombard, dal lago di Garda. J'étais charmé de le pratiquer un peu avec vous. Combien je vous dois pour les verres ? Vous êtes mon invité. Merci beaucoup, vraiment. Je vous verrai sûrement demain, et tous mes vœux de courage pour l'épreuve que vous traversez. » C'était à dessein qu'elle n'avait pas dit condoléances.
car à cet instant du fond du cœur, elle espérait que toute cette situation n'était qu'un malentendu tout bête, que Dante réapparaîtrait dans la soirée avec une vraie bonne raison pour justifier son absence et que le mort, dans l'eau, n'était qu'un pauvre type qui ne manquerait à personne. Elle étreignit Caterina comme une amie, et s'éloigna à son tour en adressant un petit coucou à Isabella qui lui répondit par un sourire effacé. De retour dans l'appartement qu'elle boucla à double tour, elle se trouva passablement éméchée par les 3 spritz. Elle se fit couler un bain dans la superbe salle d'eau toute de marbre et de faïence. Pendant que s'emplissait la vaste vasque, elle alla jusqu'au balconnet apprécier la fin du jour. Elle aperçut l'autre tête de Pomodrampe qui prenait place auprès d'un malingre marcelin à dreadlocks orange bétadine, sur un tout petit bateau rouge propulsé par un mixeur. Ils taquinaient ensemble et de manière inégale en plus, les limites de la flottaison de cette coquille de noix tant les rebords semblaient prêts à passer à tout moment sous la surface, surtout du côté du colossal Rasibus. L'image, cocasse pour le moins, de l'ombrelle et des tentacules d'une méduse côte à côte sur leur radeau vraiment au ras de l'eau, la ramena au bain qui coulait encore. Elle les observa tout de même s'éloigner jusqu'à n'être plus qu'un point rougeoyant qui atteint la côte sans couler. Tant pis, se dit-elle, pas de bouillon pour les balourds. Bah. Elle se prélassa sans bouder son plaisir près d'une heure durant dans son bain chaud, en écoutant vibrer la voix profonde de Johnny Cash. Elle n'avait plus qu'une hâte, c'était de retrouver Julot pour lui raconter cette journée surréaliste. Son excellent compagnon de vie avait en effet une capacité d'écoute remarquable, et depuis toujours de lui exposer les différents éléments de ses enquêtes l'aidait à les ordonner dans son esprit avant de se lancer dans la rédaction. Chapitre 3. Une si douce nuit de pleine lune. Julot avait fini par arriver, les zygomatiques endoloris par le masque professionnel qu'il avait dû garder chevillé au visage tout au long de la journée. Pourtant, dès qu'il aperçut sa bien-aimée, si belle en son peignoir de soie blanc, pouffant à l'anguille sur son sofa, un San Antonio dans une main et un verre de Barbaresco dans l'autre, il n'eut aucune peine à sourire vraiment cette fois. Ils eurent une soirée délicieuse en tête-à-tête, la grande terrasse du seul resto ouvert le soir hors saison, rien que pour eux. La pleine lune était éblouissante et ses rayons d'argent se mêlaient aux lumières dorées de Stresa sur la surface du lac. Héloïse lui exposa dans l'ordre chronologique les événements de la journée. Julot écoutait, captivé comme à son habitude. Son visage prit tour à tour l'air surpris, incrédule, intrigué, inquiet, puis carrément rageur à l'évocation de l'autre grosse tête de lobe, et finalement grave. Il laissa passer quelques secondes avant de s'exprimer, puis commença par conseiller à Héloïse de toujours rester le plus loin possible de ce sale vicieux calvicier, car Julot était poète à ces heures. Il avait reconnu dans les yeux de son amoureuse cette lueur de détermination qu'il connaissait bien, devant laquelle d'avance il renonça à lutter. C'est pas l'hypothétique menace d'un gros con qui lui ferait quitter l'île, et ça, il le savait bien. Pas plus de place au doute que de temps à perdre avec ça, d'autant qu'elle l'avait vu venir. « T'inquiète, dit-elle. Pas un mètre carré sur cet îlot minuscule qui ne soit à chaque instant de la journée peuplé d'au moins 3 badauds. Ouais, fais chier, tiens. Je peux même pas veiller sur toi. » Ensemble, ils avaient esquissé jusque devant un dernier verre, une fois rentrés, divers scénarios possibles pour tâcher de désépaissir le mystère. Mais de toute façon, tant que la certitude n'était pas acquise que le cadavre dans l'eau était bien celui de Dante Mitolo, toute théorie n'était que vent frais. Victime d'un cocu revanchard? Peu probable. Le sieur Dante n'avait pas le profil d'un coureur, mais sait-on jamais? Sa compagne, peut-être, pour cette même raison, ou une affaire d'héritage? Non plus. Héloïse avait vu pleurer Caterina seule face au lac, là où personne n'était censé la voir. Sa tristesse n'avait rien de feinte, sans compter qu'il n'était pas marié, semble-t-il. Sa compagne, peut-être pas, dit Julot, pensif. Bon, restons sur la piste de l'autre, là, le spectre Blofeld. L'héritage est une bonne piste, si tu veux mon avis. Mitolo est proprio de quoi? 3 apparts sur l'île? En plus du bar? En plus du bar. Ça doit être assez cossu, ça, le beau pactole. Je sais où tu vas, dit Héloïse en allumant une cigarette. Ah ouais? Ouais. Tu te dis que la môme Isabella et Monsieur Propre peuvent être complices. Tu m'as bien dit qu'entre eux il y avait quelque chose. Difficile à dire avec elle. Elle est aussi expressive qu'un plat de coquillettes. Julot sourit. N'empêche, dit-il,
L'appât du gain, c'est le coup classique. J'y ai pensé aussi. Mais juste de la voir, ça ne tient pas. Elle est toute paumée, d'accord, c'est de son âge. Mais surtout, elle a l'air d'être prête à se briser la nuque au premier éternuement. C'est sûr, elle doit starter sévère sur cette île. Maintenant, de là à flinguer son petit papa. Sa belle-mère dit qu'ils étaient fusionnels, textuels. Vraiment, j'ai pas senti ça chez elle. J'affirme rien, je suppute, insista-t-il. N'écartons pas si vite cette possibilité. Toujours se méfier des apparences. Moi, je côtoie à longueur de journée de solides enfoirés, crois-moi bien. Bah, faut voir les faux culs. Bien polis, bien gentils, des gens la vertu si tu les écoutes. Mais laisse rien traîner, ils avalent tout. Les dalleux les plus redoutables ont le visage très humain. À la ville, tu les dirais comme toi et moi. Parle pour toi, t'as vu pour qui tu bosses? Julot pouffa. Parce que derrière YouTube, c'est l'armée du salut, peut-être? Non, non, fillette. C'est Google, et c'est pas exactement désadorable. Un point pour toi et associé du diable, ricana Héloïse avant de fondre sur lui dans un brutal besoin de ses bras. Ils terminèrent la soirée dans le merveilleux, emmêlé, amoureux. Le cadavre, mytholo ou pas, pouvait sécher tranquille. Ce soir, il ne s'en occuperait plus. 3 bons quarts d'heure filèrent dans la paisible moiteur qui suit l'étreinte. La nuit était bien avancée et Julot roupillait du sommeil du juste. Pour Héloïse, hélas, pas moyen. La lueur bleutée de la lune filtrait à travers les rideaux, tendant comme un arc électrique qui vibrait au plafond. Chargée comme une pile, ses idées comme ses cheveux étaient en pétard. Elle tournait, se retournait, jouant au solitaire avec les cartes Infantana, Dante, Isabella, Caterina, le Palazzo Borromeo, l'Isola Belle. Le sommeil ne venait pas. Encore trop peu de fragments pour composer une mosaïque. Elle se leva finalement et s'enfuit d'un saut de ballerine jusqu'au balconnet. L'air frais glissa sur son cou qui tempéra un peu sa blanche chair surchauffée. Mais ça ne suffisait pas à couper le feu, il lui fallait marcher un peu. Elle se pencha par-dessus la rambarde, en bas le silence était complet. Ni touriste noctambule, ni Belphégor, pas plus apparemment que d'Infantino di Puttana. Seule la lune, l'île et le lac. Héloïse, alias Diane Chasseresse, rappelons-le, songea à la triade lunaire de l'Antiquité. Hécate, Artémis, Diane donc, en latin, et Sélénée. Ces déesses de la fertilité aussi bonnes que redoutables régnaient ce soir si parfaitement sur le monde que rien de mal ne pouvait lui arriver, songea-t-elle. Elle enfila ses menus pieds nus dans ses chaussures, noua la ceinture de son trench style Bogart directement sur son pyjama, puis sortit à pas de louve. Elle fila dans le dédale de ruelles étroites entre le pavé patiné, les façades au crépi craquelé qui çà et là révélaient de très anciennes pierres de taille, et le ciel étoilé. Elle eut la sensation délicieuse d'aller quelques siècles plus tôt, intrigante passant d'une porte dérobée à l'autre, porter un message secret à Lucrèce Borgia. Accès de féerie enfantine que son imagination intacte lui offrait toujours volontiers. En quelques minutes, elle avait atteint la pointe nord de l'île, au pied de l'époustouflante façade du palais. Elle vit au loin l'Isola dei Pescatori, l'île voisine, et ses lumières qui lui conféraient des allures de barge jolie, tout de briques et de broc à la dérive, vue du pont du paquebot luxueux où elle se trouvait. Une brise fraîche froissait à peine la surface du lac. Elle s'assit un instant, dos au palais, poursuivant le voyage au bout de ses songes, silencieuse et sage face à l'éternité. Une vraie quiétude commençait enfin à l'emporter. Tout à coup, depuis le tout petit tertre sauvage émergé entre les 2 îles, elle vit se déployer 2 voiles sombres qui s'élancèrent dans un bruissement. Le lourd volatile aux yeux ronds rubescents passa juste au-dessus d'elle et alla se poser sur le chéneau du palais. C'était Athéna cette fois, aimée d'elle comme sa propre mère, la puissante princesse de l'Olympe dont la chouette est le fétiche, qui lui envoyait son plus vigilant émissaire. D'une expiration susurrée, Héloïse dit aux nus toute sa reconnaissance. Les anciens dieux toujours triomphent aux yeux de qui ne les a pas oubliés. Elle était parfaitement apaisée maintenant. Comme elle se relevait tout en douceur pour aller se coucher cette fois pour de bon, prenant appui sur l'un des 2 obélisques de béton dont elle tenait le centre, elle crut voir passer un fugace rayon de lumière par l'interstice entre les volets de l'une des fenêtres basses du palais. Elle approcha, intriguée, du pas le plus léger qui soit, tous ses sens aux aguets, sous l'œil attentif de la chouette qui la rassurait un peu. Parvenue sous la fenêtre, elle s'accroupit.
Pas un bruit ne lui parvint, et ce n'était pas plus mal en vérité, car le moindre craquement l'aurait fait détaler. Elle fut un moment sans bouger un cheveu. Puis, se rassemblant, elle osa jucher le menton sur l'appui de fenêtre et plongea un œil furtif à travers l'obscurité revenue de cet interstice. C'était bien ça. Une lampe torche balayait la pièce. Il y avait bien quelqu'un dans le grand salon bleu. Un vrai quelqu'un qui, semble-t-il, préférait qu'on ne sache pas qu'il est là, à moins que ce ne soit qu'un gardien de nuit. Ou un cambrioleur, songea-t-elle, incrédule, en chuchotant même jusque dans sa tête. Impossible. Il y a bien au moins une alarme dans un cofio pareil. Les mouvements extatiques, façon sabre laser du faisceau lumineux et les allées-venues qui n'étaient pas ceux d'une ronde classique, lui laissèrent à penser que ce mystérieux visiteur nocturne, décidément, n'était pas tout ce qu'il y a de régulier. C'était tellement énorme qu'elle dut jeter un nouveau coup d'œil pour être à peu près sûre de ce qu'elle pressentait. Et tout de même, ça ressemblait vraiment au mouvement d'un bon vieux voltigeur à l'ancienne, tout de noir vêtu qui plus est, qui de ce qu'elle pouvait distinguer emballé dans des baluchons diverses babioles sur la pointe des pieds. Il portait une cagoule ourlée sur le nez pour tenir entre ses dents la lampe. « Eh ben v'là autre chose », murmura-t-elle en s'éloignant à reculons sans quitter le volet des yeux, comme tétanisée à l'idée de le voir s'ouvrir subitement. Elle se dissimula derrière une haie de buis non loin de là pour temporiser. Et l'attente ne fut pas longue. Quelques minutes plus tard seulement, une large silhouette aux épaules chargées de sacs en toile franchit une porte-fenêtre qu'elle referma derrière elle, car, nouvelle surprise bien gratinée, elle en possédait la clé. Incroyable. N'osant bouger, elle l'écouta longer le palais à la faveur du léger tintement de son chargement jusqu'au petit escalier qui donnait directement sur le lac. Trouille et curiosité, à cet instant, se livrait un combat acharné au rythme des tambours martiaux de son cœur battant. La trouille prit un petit avantage. Elle resta pétrifiée. Elle n'avait rien sous la main pour se défendre si elle était découverte. Pas même son téléphone, cet objet de malheur, pour appeler au secours. Mais un bruit de verre brisé, suivi d'un cazzo di merda, étouffé, la rendit à elle. Elle glissa jusqu'à l'autre extrémité de la haie, d'où elle put voir la silhouette ramasser à la hâte les éclats de verre qui venaient de se répandre. Le chapardeur embarqua aussitôt avec sa cargaison sur un esquif stationné là. Seul, sur son petit canot rouge, tiens, il s'éloigna lentement, à petits coups de rame discrets, avant de démarrer une fois à bonne distance son moteur et d'ôter sa cagoule. La lune luisait sur son crâne lisse. Chapitre 4 de Charybde dans Scylla. Il avait le cœur lourd, Julot. Il fixait son Héloïse en s'éloignant, debout sur le riva qui ralliait Stresa. Elle n'avait pu s'empêcher de lui rapporter les derniers événements de la nuit, tels quels, au petit-déj entre la poire et le fromage. Il avait un peu tenté cette fois de la convaincre de ne pas rester seule sur l'île. Plus vite fait d'émouvoir une pervenche. Et s'il avait fini par renoncer, il la désapprouvait sans détour. Ne pouvant se dérober à ses obligations, il était comme écartelé tandis que ses yeux embués d'impuissance la regardaient rapetisser sur le balcon à mesure qu'avançait le hors-bord. De son côté, pour la première fois, Héloïse regrettait de lui avoir raconté. Elle mesurait maintenant toute l'angoisse qu'elle lui infligeait. Mais pareille à une louve affamée sur la piste du vital gibier, tout en elle n'était plus qu'instinct de chasse. Elle sortit de la poche de son trench l'éclat de verre bleu saphir incrusté d'or que le cambrioleur, dans sa hâte, avait oublié cette nuit sur une marche du petit escalier. Elle l'examina longuement, apprécia la précision des détails, le léger relief de la feuille d'or. Ne subsistait sur le casson qu'une partie du motif d'origine qui devait être une feuille de lierre ou de vigne. Elle l'enveloppa dans un linge qu'elle glissa dans sa trousse de toilette. Il était 8 heures à sa montre. Elle se rendit au palais constater l'agitation qu'avait dû provoquer le cambriolage de cette nuit, mais rien. On allait rouvrir après la fermeture provisoire de la veille et tout semblait parfaitement normal, calme. Un mercredi au musée. Elle observa, à travers les volets ouverts, aller et venir les employés dans leurs uniformes, affairés à leurs tâches quotidiennes précédant l'ouverture au public qui, comme chaque jour, aurait lieu à 10 heures. « Alors ça » susurra-t-elle, abasourdie. Elle décida alors d'aller boire un cappuccino sur la terrasse de Caterina en attendant l'heure. Peut-être y verrait-elle débouler un bateau de police. La donna était là, digne dans sa tenue sombre qui témoignait d'un deuil déjà commencé, prenant les commandes des premiers touristes à peine débarqués.
La môme Isabella n'avait pas encore pris son service. Les deux femmes échangèrent quelques courtoisies qui ne furent bientôt plus que de courts sourires à mesure que les clients affluaient. Toujours aucune nouvelle du palais. Impétueuse Héloïse était comme rongée par l'impatience d'un nouveau rebondissement. À cet instant, elle aurait cédé un rein avec les compliments de la maison pour qu'un jour nouveau éclairât l'affaire. Quand 10 heures sonnèrent au carillon de la petite église, elle avait déjà réglé ses cafés et s'était précipitée au guichet du palais. Et sur place, toujours pas d'autre émoi apparent que les masques de deuil causés par la découverte du corps. Mais nom de chien de... s'insurgeait-elle. Survoltée, elle survola le grand escalier, les premières salles et corridors jusqu'à la salle des médailles où elle se souvenait avoir vu dresser sur la grande table le service d'opaline française du XIXe siècle, dont devait probablement provenir l'éclat qu'elle avait recueilli. Il n'en manquait pas une pièce. Il scintillait comme un trésor tranquille dans la lumière matinale que les grandes fenêtres laissaient entrer. Une dame binoclarde assez âgée apportait un grand soin à l'épousseter, plumeau en main, en fredonnant quelque air mièvre cher à l'oreille italienne. Héloïse lui sourit en la regardant faire, fit celle qui appréciait la méticulosité de l'ouvrage, et s'approcha à l'air de rien. Elle aborda l'ouvrière, lui dit d'un ton léger combien elle trouvait admirables ses coupes arrondies, ses soupières évasées, assiettes et carafes à col long, et la finesse des festons floraux dorés qui les ornaient. La vieille dame, ainsi qu'elle l'espérait, fut sensible à cet intérêt, et devint aussitôt très prolixe à leur sujet. Elle expliqua que ce service sortait d'un atelier vosgien de l'époque du Second Empire français, fabriqué selon un procédé opacifiant du cristal créant des nuances laiteuses et iridescentes. Certes, tout cela était passionnant, mais ce n'était évidemment pas ce qui préoccupait Héloïse. Elle parvint à faire glisser, mine de rien, la conversation sur leur conservation depuis le XIXe jusqu'à ce matin, si quelques pièces n'avaient pas au cours des siècles été abîmées ou remplacées. Pas que je sache, se fit-elle répondre. En tout cas, depuis 30 ans que je les bichonne 2 fois par semaine, pas un fragment jamais n'a été ne serait-ce qu'ébréché. Je mets un point à l'honneur à m'en occuper en personne. Ils sont tels que je les ai trouvés chaque matin du monde. Le fragment que conservait par devers elle Héloïse prouvait cependant le contraire. Elle n'en dit pas un mot et remercia la dame qui reprit là où elle les avait laissés, besogne et chansonnette. Héloïse franchit la porte du grand salon voisin, encore assez peu fréquenté, s'offrit un nouveau vertige en plongeant les yeux dans la coupole céleste avant de redescendre sur terre d'une glissade le long des colossaux piliers angulaires ornés de chérubins joyeux d'un blanc pur de meringue. Au pied de chacun de ces piliers, une console de bois noir incrustée d'or coiffée d'un plateau de marbre. 2 obélisques encore, disposés symétriques sur chacune des consoles. Peut-être un symbole de pouvoir qui se voudrait équilibrer. S'amusa-t-elle, comme un peu plus tard dans l'histoire le faisceau du licteur, ou à peu près? En tout cas, elle remarquait que ces 2 obélisques revenaient partout dans le palais et alentour, en bas-relief sur les ornements muraux, comme piliers au bout des balustrades ou comme ici sur le mobilier. Un détail alors attira son attention. Sur la console face à elle, l'un des obélisques n'était pas tout à fait aligné à l'autre, légèrement de biais. Elle en conclut d'abord qu'ils ne sont que disposés sur le plateau, et non scellés. Elle se cambra pour approcher son joli museau fouineur jusque très près de la base cubique de l'objet, confirma qu'il était désaxé, mais remarqua surtout qu'un liseré brunâtre remplissait une aspérité du socle, d'autant moins perceptible que le bloc lui-même est de marbre brun. Une tache de boue peut-être, mal essuyée, ou de sang séché. Bien qu'elle fût tentée de le saisir, elle n'osa pas, craignant la réprimande du maton balourd derrière elle dont elle avait senti le regard salingue sur sa rotondité en se baissant. C'est alors qu'elle eut une illumination en 3 syllabes. Luminol. Cette substance dont on vaporise les scènes de crime et qu'on éclaire ensuite à la lumière bleue pour révéler les projections de sang même nettoyées. Elle dégaina son téléphone et fit une recherche rapide pour voir comment s'en procurer. 25 pions le flacon avec la petite lampe bleue. Livrable en 24 heures. Commandé. Elle prit une longue inspiration d'excitation silencieuse. Ce nouvel élément tant attendu était peut-être arrivé. Le planton l'interrompit en l'enjoignant de ranger son téléphone. « Telefono vietato !» aboya-t-il, trop content de trouver quelque autorité sur une jeune femme à ce point hors de sa portée. « Fond de slip » murmura Héloïse en s'exécutant. « Parle à mon cul s'il te fascine. » Et rien que pour bien le décevoir, elle s'en fut en reculant, sans quitter des yeux ce tout petit bonhomme à l'ascendant déçu. « Ça, c'est rangé », se dit-elle en poursuivant la visite. « Une tesselle de plus à ma mosaïque. C'est certainement rien du tout, mais... »
Elle arpenta, l'esprit égayé par cette dernière piste qui venait de s'ouvrir, plusieurs salles et galeries enchanteresses qui regorgeaient de nouveaux chefs-d'œuvre, tous de nature à susciter l'émerveillement et l'admiration. Le palais cependant s'emplissait de visiteurs. De plus en plus de gosses précervelés hurlaient en courant partout. Avec un peu de chance, ils sont encore un peu justes à leur âge pour être sensibles aux belles choses. Des chimères moitié femmes, moitié botox et trois quarts chèvres prenaient des selfies. Pour elles, en revanche, il n'y a vraiment plus d'espoir. Et les troupeaux de croulants adipeux étalaient leurs grosses carcasses façon éclipse devant ce qu'ils n'étaient pas du tout gênés de garder pour eux tout seuls. Ainsi traversa-t-elle la salle Napoléon, qu'occupa Bonaparte, général pacificateur 2 nuits durant après la campagne d'Italie, et dont les comptes rendus de la visite faisaient état du tas de bourrins que furent sa suite et lui. Marcher sur un pays, c'est toujours au talon de fer, philosopha Héloïse. La salle de musique ensuite, celle de danse où bien des bals guindés et décadents ont dû se tenir au long des siècles, la bibliothèque, le salon de travail et enfin, un étage plus bas à la lisière de l'eau, une enfilade de 5 salles appelées les grottes, sorte de sous-sol où prendre le frais. Le parterre, les murs, les voûtes y sont hérissés de galets entrecoupés de moulures, l'ensemble allant du noir au blanc. Décors spectaculaires de contes de fées sous-marins, trésors merveilleux d'un corsaire naufragé que Neptune aurait conservé au sec dans son palais des abysses. De la vraie féerie en dur. Une statue de marbre blanche comme l'écume saisit alors Héloïse au cœur. C'est Vénus, toute nue, allongée, le prose en pleine lumière comme un écho à la Voie lactée. Un cul d'une perfection divine par le fait, comme seule la déesse de l'amour, qui jamais ne s'assied, ne pouvait l'arborer. Héloïse, qui de ce côté-là n'est lestée d'aucun complexe, regretta toutefois que le sien ne soit pas aussi éternel. Encore un salon en prolongement de cet enchantement, et une galerie des tapisseries qui, décidément, le palais s'étant bien rempli, paraissait une gare de métro aux heures de pointe tant on n'y pouvait plus rien apprécier. Et enfin, après une porte toute bête, la lumière d'un atrium clos à ciel ouvert avec sa petite fontaine. Et un silence presque surnaturel au sortir de la cacophonie qu'elle venait de quitter. Un calme si doux qu'il ne saurait durer. Elle rencontra une statue face à elle, à l'ombre d'une niche, qui, tandis qu'elle s'en approchait, se révéla être celle de Diane, sa déesse Polyade, celle qui lui a prêté son nom illustre pour sa chaîne, et à laquelle, les 2 mains jointes sur le cœur et le front baissé, elle profita de cet instant de solitude pour lui rendre hommage. « Bonjour, mademoiselle !» la fit sursauter une voix grave au-dessus d'elle. C'était lui, la colline à des yeux en personne, avec sa colline en guise de crâne et ses yeux. Des yeux répugnants, toujours dans l'ombre de ses arcades sourcilières quand le soleil lui tape sur le crâne. Il était là, prospère comme un pape, appuyé sur la rambarde la surplombant, l'air plus menaçant encore que la veille. Il jubilait nettement, comme un prédateur qui sait que sa proie ne peut plus lui échapper. Un coup d'œil à la déesse, qui restait de marbre, elle chercha les issues qui s'offraient à elle. À part la porte toute bête derrière, seuls 2 escaliers en fer à cheval permettaient de monter au jardin mais se rejoignaient pile où il se tenait. Elle recula. Il se mit à descendre une à une les marches qui les séparaient. Elle se retourna sur la porte, mais celle-ci ne s'ouvrait que de l'intérieur. Elle était prise au piège. Une fantana parvint au bas de l'escalier, et sans plus se presser la rejoignit. Héloïse, alors, lui fit face. Sans bravade inutile, elle serra les poings, les mâchoires, résolue à jouer chaque coup dans ce corps à corps aussi inévitable qu'inégal. Il avança les mains sur elle, qui se préparait à lui décocher un fameux coup de sâton dans les joyeuses et qui, s'il faisait mouche, lui permettrait de foutre le camp par les escaliers. Car en départ arrêté, elle se savait sérieuse. Elle expira lentement tandis qu'impassible, il avalait les derniers mètres. Soudain la petite porte s'ouvrit et la volée de mômes qu'elle maudissait un instant plus tôt sortit en un piaillement salvateur. Elle les aurait embrassés. Elle se fondit dans la nuée turbulente et braillarde qui montait l'escalier. Arrivée en haut, elle se retourna. Le montgolfière n'avait pas bougé. Il la regardait en souriant, comme si ce n'était qu'un contretemps, une partie remise. « Compte là-dessus du genou, tête de bulle, borquilé !» clama-t-elle du fond des yeux. Puis elle détala. « Tant pis pour les jardins luxuriants, les orangers, les plantes rares, les pans de Junon, les statues. Plus question de flâner. » Elle cherchait la sortie, longeant d'un pas leste, mais sans courir toutefois, les murs couverts de vignes et de roses. Foutue éducation qui veut qu'on n'attire pas trop l'attention. Elle atteignit bientôt l'angle d'un mur ouvrant sur une allée vide de monde et aperçut au bout un tourniquet métallique. Un coup d'œil avant de s'engager, elle le vit qui la talonnait avec sa grosse tête de burne. Cette fois, elle se mit à cavaler comme un faisan. Le tourniquet franchi, elle se retourna encore. Il suivait,
toujours sans se presser, toujours avec en travers de la gueule planté ce maudit sourire beaucoup trop sûr de lui. Elle l'aurait bien enfoncé à coups de parpaing, ce sourire moche. Il avançait, le gravier crissait sous ses pas lourds. Elle fit rouler un gadin tombé d'un vieux mur qu'elle sertit d'un coup de talon entre les barreaux du portique pour le bloquer. L'autre arrivait. « Perché stai scappando, mademoiselle ?» Il disait mademoiselle avec cet accent d'ordinaire si joli, mais qui dans sa bouche à lui sonnait comme un glavio. « Pourquoi je m'enfuis ? Déjà parce que j'aime pas ta sale gueule et patate. Puis tu me veux quoi d'abord ?» Il ne répondit pas, mais posa ses grosses paluches de jardinier sur les barreaux pour faire jouer la porte. Le caillou la bloquait efficacement. Là, il cessa de sourire. Déjà, c'était ça de prix. Par contre, à moins de 2 mètres, il révéla ses prunelles qui disaient toute la crapulerie suintant de son âme grise. Il se mit à secouer sauvagement les barreaux dans un barouf de vache affolée qui fait tinter sa cloche. Héloïse, rattrapée par la panique, s'enfuit dans la ruelle déserte. C'est au bout de quelques foulées qu'elle entendit dans son dos le hurlement du métal qui se tord et coulit sans fin. Elle en déduisit qu'il était parvenu à faire céder la pierre. Alors sa course redoubla d'intensité. Son cœur, quoique cognant comme un sourd, couvert par les foulées puissantes du mont Goliath à poil ras désormais déchaîné qui la poursuivait. Pas de doute, la distance qui les séparait avait tendance à s'amenuiser. « Ils sont où ces putains de touristes, bordel de merde ?» qu'elle se disait. Elle aurait dû écouter son julot. S'ouvrit un premier petit escalier qui descendait sur sa gauche. Trop tard, elle l'avait passé. Un deuxième, merde, rebelote. Le troisième sera le bon s'il m'a pas déjà charclé d'ici là. Banco. D'une impulsion patte droite, elle fit un pas chassé qui la projeta dans les marches, manquant d'en rater une et de se rétamer. Mais non. Petite biche leste, elle se réceptionna avec la grâce d'une patineuse russe au sortir d'un triple axel. Et c'était pas dommage en vérité, car ses hicks pelés, les bras tendus, prêts à se refermer sur elle, l'auraient rattrapé la seconde d'après. D'ailleurs, Jackson 5, comme on l'appelle pas, se l'a pris, lui, la bonne vôtre, emporté par son élan. Vraoum! Il s'affala de tout son long sur le pavé. Chais! Lâcha-t-elle en repartant. Elle dévala les quelques marches qui débouchent sur le fronton de la petite église San Vittore Martire et s'y engouffra. La petite église était vide à cette heure tardive de la matinée. Hors d'haleine, Héloïse s'accroupit derrière un petit autel où brûlaient des cierges en pagaille, au pied de la statue d'une vierge à l'enfant dont on aurait dit à son regard tendre et bleu qu'elle était ravie de lui offrir l'asile salvateur. « Merci, ô douce Marie pleine de grâce !» susurra Héloïse, le front apposé contre le marbre froid, lapant d'un perceptible lampé d'air frais pour reprendre son souffle sans éventer sa présence. La voix d'Infantana lui parvint depuis le seuil de l'église. Il répondait d'un ton de politesse feinte à une grand-mère de sa connaissance qui lui demandait comment se portait sa mère et pourquoi il avait l'air si essoufflé. Elle avait déjà rassemblé ses esprits, ou à peu près. Elle profita de ce sursis inespéré pour se dénicher une meilleure cachette parmi les icônes superbes et la riche décoration baroque de cette toute petite cathédrale aux dimensions de chapelle. Elle se glissa jusqu'au cœur où sommeille dans son cercueil de verre la relique d'un vieux prêtre entièrement décédé depuis belle lurette, et de la grimpa en prenant soin de ne pas trop faire grincer les marches jusqu'à la chair en surplomb. Terrée là-haut derrière la balustrade, elle avait une vue plongeante sur les quelques mètres carrés du lieu saint. Elle décrocha le gros crucifix en bois brut alourdi d'un bon Jésus de marbre qui, se dit-elle si Pot-de-Fesse venait à la débusquer, ferait un gourdin idéal pour lui appliquer la colère divine en travers de la frime. Jésus le Sauveur, assurément, ne lui en tiendrait pas trop rigueur d'être ainsi employé pour rétablir un semblant de justice dans ce monde de merde. La conversation au dehors s'éternisait un peu. La nonne a été volubile, et la pensée de ce que ce géant à tête de géode devait trépigner à s'en faire péter les pinceaux sans parvenir à s'en dépêtrer finit même par amuser Héloïse, toujours planquée. Et puis, quand même, elle entendit « Arrivederci, signora Trenia », qui indiquait que les choses sérieuses allaient reprendre. Elle glissa un œil scrutateur à travers l'interstice laissé entre les jambages de granit et l'épaisse balustrade en bois de la chaire. Elle le vit qui entrait. Il fit quelques pas dans la nef minuscule, posa un genou à terre et se signa. Faux cul, se retint de railler Héloïse. L'intrus, toujours très tranquille, se releva et annonça, en français ou à peu près, « Mademoiselle, n'ayez pas peur. Siamo dans la casa di Dio. Je ne peux pas vous faire de mal ici. Montrez-vous. » « Espère un peu, Pantani, » répondit-elle en pensée. « Et puis après on ira s'en jeter un petit, et pourquoi pas repeupler l'Italie tant qu'on y est. Connard, va. » Il y eut un court silence. Infantana reprit, plus menaçant.
De toute façon, vous ne pouvez plus m'échapper. Vous êtes, comme on disait déjà, intrappolato. Vous disiez prise au piège, tête d'aspic. Une voix autoritaire résonna alors brusquement sous la voûte dorée de l'église. Gianni Infantana, con le mani alzate, sei in arresto per l'omicidio di Dante Mitollo. L'ispettore Gracco se tenait dans l'embrasure de la porte, arme au poing, braqué sur la frime effrayante du minotaure écorné. Chapitre 5. Floraison de fragments sur la mosaïque. La tension s'était éteinte, comme une allumette sous une goutte de pluie. Seul un léger crépitement persistait encore sous le front d'Héloïse lorsqu'Infantana fut emmenée. Consciemment ou non, elle s'était abstenue de se montrer, ce qui lui conservait l'avantage de n'être encore pour l'instant qu'une simple spectatrice. Elle avait pu observer cette bille de rage virer débile d'abord, sous l'effet de la surprise, puis faire l'effort d'effacer la hargne de son faciès avant de se retourner. Fameux geste technique, remarquable. Un volte-face pareil en moins d'une seconde, chapeau. Changement à vue niveau Sciences Po. Quel ministre il aurait fait? Fallait le voir là, d'un coup, tout piteux, se faire passer les menottes. Un authentique chien battu, une victime incomprise. On lui aurait fait un bisou sur le crâne. Cocker face, l'enfoiré. Le silence solennel du lieu saint avait repris ses droits et Héloïse, dans sa cachette, s'était laissée tomber en arrière contre le mur, son gros crucifix sur les genoux. « S'immergissait », murmura-t-elle à l'adresse du gentil supplicié en se redressant. Sitôt dehors, elle fut cueillie par la grande agitation de la foule. Cette même foule qui tout à l'heure avait disparu, eh bien elle était ressortie, et même elle s'agglutinait maintenant, la foule. Elle mijotait comme une ratatouille au fond d'une poêle. Des voix éclataient ici et là, comme des bulles. L'autre Rasibus et son escorte avaient déjà été engloutis dans la cale de l'un des bateaux de la police. Mais il y avait autre chose. Elle ne tarda pas à comprendre. Une autre arrestation était en cours, celle d'Isabelle. Elle la vit avancer, fendant la masse entre deux flics, le visage rougi par la honte et les larmes sous sa frange ébouriffée. Stupeur. V'là autre chose, se dit Héloïse. Caterina éplorée suivait la procession, en discussion houleuse avec l'inspecteur Gracco. On fit monter l'adolescente sur le second rafio. « Ispettore » cria Héloïse en se faufilant à travers la foule. « Ispettore, puis-je vous parler une minute, s'il vous plaît ?»« Mademoiselle Garnier » répondit-il dans la bousculade. « Pas maintenant, vous comprenez, hein? Passez me voir à mon bureau à 13, je vous recevrai. Mais pas avant 14 heures. » Elle attrapa la carte qu'il lui tendait et resta sidérée au bord de l'eau, serrant contre elle Caterina sur le point de défaillir. « Venez, ne restons pas là, » lui dit-elle. Peu après, dans le bar, dont Caterina avait fermé le rideau de fer sans plier la terrasse, elles se retrouvèrent toutes deux en tête-à-tête dans un silence vibrant, redoutable comme celui qui suit l'éclair et précède le tonnerre. Caterina se répandait en larmes, en trépignements, en invectives à Dieu, à la police, à la providence qui décidément s'acharnait sur les siens. Elle faisait les 100 pas, tentait de se calmer, mais repartait aussi sec à chaque nouvel assaut invisible de l'angoisse. Pauvresse, songeait Héloïse, en colère elle aussi, qui tâchait de se dominer. Qu'ont-ils contre elle ? Questionna-t-elle. Je ne comprends pas. Ils disent qu'elle est complice du meurtre de son père. Ils ont trouvé des SMS échangés avec cette ordure de Gianni. Ce qui confirme que le mort est bien Mitollo. Mais je ne peux pas croire ça. C'est impossible. Dante et sa fille s'aimaient tellement. Je l'ai connue, elle avait même pas 8 ans, cette gosse. Et depuis la mort de sa mère d'un putain de cancer, elle ne riait plus qu'aux blagues de son père. Moi, j'ai mis 3 ans au moins avant de pouvoir l'approcher. Elle doit être dévastée, la pauvre chérie. L'orage intérieur qui lui battait les côtes redoublait d'intensité. Elle manqua de s'étouffer. Héloïse s'approcha d'elle, posa une main d'1 gramme sur son épaule brûlante pour l'aider à retrouver son souffle. Caterina baissa la tête et pleura seulement, sans bruit. Héloïse l'enlaça comme si elle fût sa propre mère. Cependant son esprit moissonnait fort. Elle tâchait d'organiser ses pensées pour les faire tenir droit. Il n'y a pas 10 minutes, elle est à 2 doigts d'un duel avec Freddy Krueger sans vraiment savoir pourquoi, et bim, sauvée par le gong. Et là, paf, tapis, bas les masques, d'un coup, d'un seul. Le colonel Kurtz, la frime à Brando en moins, se fait choper, et avec lui la môme Isabelle, là, pour complicité du meurtre de son père. Ça fait beaucoup pour un si petit quart d'heure. Sacré rebondissement quand même.
quoi qu'ait pu apprendre la police sur ces mystérieux SMS. Un élément au moins lui avait forcément échappé et qu'Héloïse était seule à détenir. Le cambriolage du palais et l'éclat d'opaline bleue qui le prouvaient. Elle devait voir Graco au plus vite pour obtenir plus d'infos. « Je peux peut-être faire quelque chose pour elle », murmura Héloïse à l'oreille de son amie. Celle-ci leva des yeux implorants d'abord, qui aussitôt virèrent incrédules. « Qu'est-ce que vous me racontez ? Écoutez, j'ai fait ma petite enquête moi aussi, et il y a quelques points qui pourraient intéresser la police et avec un peu de chance disculper Isabelle là, pour de bon. Il faut que j'aille à Stresa, tout de suite. » Caterina la regarda comme si elle avait affaire à une taille, ce qui lui permit de se ressaisir. Elle dit, séchant ses larmes, « Bon, c'est pas tout ça. On discute, mais moi, j'ai du travail. Merci pour tout, hein, et bonne continuation. » « À très vite, » dit Héloïse, sûre d'elle. Elle prit le premier ferry pour Stresa, chargé de l'éclat d'opaline, au cas où cette carte nécessite d'être jouée pour appâter le Pandore. Il devait être autour des 13 heures maintenant. Elle vit dresser depuis le bateau le buffet princier dans les jardins du grand hôtel des îles Borromée, étalage tapageur de grande bouffe qu'on pouvait contempler à travers les hautes grilles en fer forgé et les badauds agglutinés contre écoutant rôter les baffreurs. Elle scruta attentivement cette scène obscène à la recherche de son Julot, cependant qu'elle pensait aux seigneurs de Jalis qui au moins avaient la décence de se planquer derrière les remparts de leur forteresse pour se faire péter la panse. Elle l'aperçut bientôt, Julot, riant entre un tube digestif en col blanc imboutonnable et une poupée gonflée bulgare ou biélorusse. Fallait-il qu'elle l'aime, ce grand dadais, car même là, en courtisan servile, elle lui trouvait de l'allure. Une fois à terre, non loin de là, elle dut bien malgré elle, pour tuer le temps jusqu'à 14 heures, faire une halte sur un charmant petit kiosque blanc où l'on servait à boire. 3 cafés plus tard, elle ne se tenait plus. Comprimée, entre errances pathétiques sur quelques réseaux sociaux qu'elle est tenue de tenir à jour pour le taf, et la lecture d'un quotidien local qui donnait dans le sensationnel de petits rien du tout, entrecoupés de pubs pour des assurances et des bagnoles électriques censées sauver le monde. Elle ne décollait bientôt plus ses beaux yeux impatients de la trotteuse de sa toquante. La petite aiguille à peine sur le dos, elle avait réglé et se présentait à l'adresse des carabinieri indiquée sur la carte de l'ispettore. Celui-ci vint à sa rencontre dès qu'il la vit, et l'invita à faire cet entretien dehors à la terrasse d'un café. « Où vous voudrez, dit-elle, les nerfs déjà passablement vrillés par l'attente et les ristretti. Peu après, dans un petit bistrot au décor élégant de verre et de bois, Héloïse attaquait. « Ispettore, Saro Franco !» Mais l'inspecteur la coupa net. « Je vous en prie, parlons français. Je n'ai plus beaucoup l'occasion de les pratiquer, ça me fait plaisir. » « Bien, d'accord. Alors je vais être franche. Je suis une sorte d'enquêtrice sur Internet, je traite d'affaires policières. Le hasard a voulu que je sois témoin direct de celle-ci, et pour ne rien vous cacher, je mène en parallèle de la vôtre ma petite enquête. » L'inspecteur sourit. « Je m'en doutais un peu, dit-il. Et j'ai vu dans vos yeux la curiosité. Des beaux yeux que vous avez, signorine. »« Mais c'est qui me draguerait, ce vieux beau ?» se dit-elle. « Bon, il s'imagine que je suis confortable ? Soit. C'est pas le premier et ça me fait une prise. Je peux garder le fragment d'opaline pour plus tard. » Elle partit bille en tête, se faisant un brin langoureuse, mais pas trop, juste ce qu'il faut, avec une touche de goliche, de sorte que son interlocuteur se sente bien à son aise. « Vous voudriez peut-être m'aider ? J'ai décidé de couvrir cette affaire pour mes abonnés français. Le cadre est idéal, le mystère épais, très excitant. Et l'inspecteur chargé de l'affaire est photogénique. »« Non, 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 je vous coupe, hein. Je ne peux pas apparaître dans votre émission. Ma hiérarchie me causerait des embêtements, vous comprenez? Mais ne vous préoccupe pas. Je peux quand même répondre à quelques-unes de vos questions. Les moins secrètes, bien sûr. Ça me changerait un peu de Paolo, questo ubriacone que vous voyez là-bas en train d'entamer son 3e litre quotidien de Suze. Il est journaliste à la Gazzetta del Lago et entre nous, je ne le supporte plus. » Le policier désignait un gros homme hébété à demi affalé sur le zinc du bistrot d'en face. Héloïse, qui croisait les bras pour comprimer sa cage thoracique et ne pas rire aux éclats, se domina et reprit. « Vous avez ma parole, je ne divulguerai pas mes sources. »« Alors andiamo, je vous écoute. »« Crescendo, ma belle, crescendo, se répétait-elle. Appâte le chaland, surtout pas le brusquer. Che va piano va sano e lontano. Confirmez-vous que le mort émergé du lac hier est bien il signore Dante Mitolo, le chef de l'entretien du Palazzo Borromeo? Eh oui, malheureusement. Ça, je peux confirmer. Je le connaissais un peu, c'était un brave homme.
Père de famille, sérieux et respecté. Et très bon de ses mains et dévoué à son île et à son histoire. Paolo est déjà au courant, lui. Ça sortira dans l'émission de demain. Le principal suspect s'appelle Infantana? Lui-même, Gianni Infantana. Giardiniere? Jardinier? Eh oui, c'est ça, jardinier. Nous l'avons arrêté ce matin, vous étiez là. Lui et sa complice. La propre fille de la victime, Isabella Mitollo. Et qu'est-ce qui vous a mis sur leur piste? Ah, mon travail, c'est d'écouter les chants, non? La rumeur. Mais à la découverte du corps, nous avons pu lancer vraiment l'enquête. Avant cela, ce n'était qu'une disparition. Ça pouvait très bien être un départ pour recommencer ailleurs. Mais personnellement, je n'y croyais pas beaucoup. J'avais déjà dans mon viseur ce giardiniere con la sua faccia spora. Je savais que quelques jours avant sa disparition, Mitollo avait demandé à sa direzione de le foutre dehors. Officiellement parce que c'est une poltrone, un culo di piombo et un cul de plomb. Un fainéant. Et qu'il est bizarre avec les visiteurs. Surtout les jeunes filles, vous voyez. Mais en vérité, ça tout le monde le savait sous l'île. C'est parce qu'Infantana tournait tout autour de sa tutta giovana figlia, sa toute jeune fille. Que porco, dit Héloïse en italien. Quel cochon, vous avez raison. Un cochon de 35 anni, 35 ans, alors que la petite n'en a que 14. J'ai demandé ces relevés téléphoniques qui m'ont confirmé qu'Isabella et lui avaient une liaison. Il lui a promis de l'amener loin d'ici après le... Comment vous dites déjà, il colpo? Le coup? Eh oui, c'est ça, le coup. Après le coup, et la nuit de la disparition de Mitollo, le téléphone d'Infantana a borné sur l'île. Juste allora où Caterina, sa conjointe, a déclaré qu'il avait quitté le domicile. Et nous avons le mobile, l'héritage d'Isabelle. La présence d'Infantana cette nuit-là sur l'île, alors qu'il n'y habitait pas, est un élément accablant. Il ne nous manque plus que les aveux. En tout cas, lui, il est bon pour des années de prison. Mais per la piccola, c'est autre chose. Nous savons ces messages où il promet de l'amener, mais pas beaucoup plus. Héloïse intervint. Donc si on se résume, dans le pire scénario, elle l'a aidé à tuer son propre père pour récupérer l'héritage et fuir avec lui. Les messages que vous avez lus ne disent rien de plus précis sur ce coup? Non. Nous savons qu'elle lui vient en aide, mais nous ne savons pas depuis quand ni comment. Ça ne ressort pas dans cet échange de messages. C'est ce que nous cherchons en ce moment même que nous les interrogeons. Imaginons qu'elle soit innocente, se hasarda Héloïse. Eh, comment? Imaginons seulement. Infantana ne lui a peut-être jamais dit qu'il le tuerait. Ça, c'est possible. Rien ne prouve qu'elle le lui a dit. Mais ça, depuis ce matin que nous l'interrogeons, elle nous le répétait très dit, non? Au moins pour se défendre. Mais non. Elle s'était. Elle ne fait que pleurer. Et ce fameux coup, alors, que peut-il être? Vous savez ce que valent 3 appartements et un bar sur l'Isola Bella? Une jolie fortune. Sans doute, concéda-t-elle. Mais alors pourquoi aurait-il tenté de faire disparaître le corps? Il faut des mois, voire des années pour qu'une personne disparue soit déclarée officiellement morte et que l'héritage soit débloqué. Cette remarque fit tiquer l'inspecteur. Un éblouissement passa dans ses yeux. Vous marquez un point. C'est très judicieux. Mais alors, quel est ce coup dont il discute sur les messages? Pourquoi pas un vol au palais? La collection d'œuvres d'art qu'il renferme doit être inestimable. Et Mitollo possédait probablement toutes les clés et les codes d'alarme. C'est vrai. Mais au bout de toutes ces semaines, un vol aurait déjà été constaté. C'est un carreau qui manque encore à ma mosaïque. Je vous demande pardon? Façon de parler. Gracco la contempla tout entière avec une pointe d'admiration. Je vais creuser votre théorie. Elle n'est pas mauvaise. Vous êtes intelligente, mademoiselle Garnier. Il regarda sa montre. Disculpe, il faut que je retourne. Je ne veux pas trop faire attendre Bonnie et Clyde qui michotent dans le cachot. J'intégrerai votre idée à mes questions. Qui sait? Si elle s'avérait juste, je vous ferai embaucher dans la police italienne. Héloïse rougit, un peu flattée pour de vrai. Une dernière chose, si vous permettez, Ispettore. Je vous écoute. Pouvez-vous me révéler quelle est la cause de la mort de Dante Mitollo? L'inspecteur fut un instant silencieux, la scrutant, puis d'une voix presque chuchotée. Si vous me promettez de ne pas dire avant que la presse n'ait parlé, je peux vous faire cette confidence. Parole. Il dit à voix encore plus basse. Multiples fractures de la boîte crânienne. La plaie très nette à l'arrière du crâne. On lui aura cogné la tête contre un angle.
Peut-être les parapets en béton de la terrasse du palais, ou les marches en pierre du petit escalier qui descend dans le lac. Ensuite, on l'a jeté dans l'eau et balancé dessous quelques rochers pour ne pas qu'il remonte. Avez-vous vérifié le parapet ou l'escalier au luminol? Ah oui, les Beloustar, mais ça n'a rien donné. La pioggia et l'eau du lac auront effacé toutes les traces après tout ce temps. Leurs aveux nous éviteront peut-être de devoir vaporiser sur toute l'île. Enfin, on verra bien. Au revoir, mademoiselle. Arrivederci, ispettore Graco. Grazie per tutto. Si je trouve de nouveaux éléments, je vous appelle tout de suite. Eh, je ne peux pas vous promettre la même chose, mais je serai ravi de vous revoir, mademoiselle Garnier. Je vous en prie, appelez-moi Héloïse. Vous êtes délicieuse, dit-il en se levant. Il fit une courte mais courtoise révérence, lâcha quelques pièces qui tintèrent sur la table et la quitta. Héloïse resta assise encore un moment, griffonnant sur son carnet les derniers éléments qu'elle avait glanés. Elle rêvassait, le menton appuyé sur la paume d'une main, contemplant les lézardes romantiques d'un palais voisin qui, pudique, dissimulait sa ruine sous d'épaisses franges de lierre. Son regard fut alors aspiré hors de sa rêverie par un reflet cuivré qui remontait la rue. Une crinière reconnaissable entre toutes, flamboyante sous le soleil d'Italie, tressée en fagots de paille rouquine qu'on appelle des dreadlocks et qui vont comme une moufle à celui qui les porte. Gaetano, l'acolyte d'Infantana, qui était venu le chercher la veille sur l'île dans sa coquille de noix. La même coquille qu'elle avait cru reconnaître cette nuit sous le cul du voltigeur embarquant son butin. Elle glissa en 2 secondes de son carnet au fond de sa bandoulière et sortit le prendre en filature. Elle laissait quelques dizaines de mètres entre eux pour ne pas être repérée, mais c'était sans doute inutile. En effet, le bougre avait un casque sur les oreilles et était un gigantesque pétard, genre de boudin verdâtre très odorant dont il expirait désinvolte d'épais nuages de fumée blanche. Difficile de le perdre. Sans compter qu'une tignasse pareille, à part peut-être dans la Kingston irlandaise d'une mythologie bancale, n'est pas chose courante. Héloïse se trouvait pareille à une mule à la suite d'une botte de carottes. Elle le suivit discrètement ainsi sur quelques centaines de mètres parmi les flâneurs le long des ruelles jusque sur une placette où Saisie Gros-Quin s'arrêta devant une boutique. Elle s'assit sur un banc de marbre, l'air de rien, fit celle qui contemplait les façades ocre aux persiennes vert sapin, tout en l'observant du coin de l'œil. Un beau spécimen de mec alerte que ce grand cornichon épais comme une tringle à cerf-volant dans son sweatshirt trop large. Amorphe et quasi marfant, sa longue tête dodelinait au bout d'un long cou planté sur un long corps dégingandé. Il ressemblait à une guêpe des bois, sans cul, ni abdomen, sans aile non plus, ni dard, sans rien. Juste un tendon très, très détendu. Il termina son très gros joint d'une longue taffe gourmande qui lui brûla le bout des doigts, ce qui le fit couiner comme un pigeon sous les roues d'un camion. Il le jeta énervé et pénétra dans la boutique après en avoir longuement cherché la clé dans sa seule poche ventrale. Héloïse, sous le charme à n'en plus pouvoir, était impatiente de le rejoindre, mais elle hésita. Elle fit le tour de la bâtisse. C'était un petit immeuble avec une arrière-cour où s'entassaient des statues de marbre inachevées, noircies de guano, au milieu de blocs entiers couverts de mousse, des micados de planches pris dans la mauvaise herbe, et des sacs de plâtre ayant pris l'eau sous un préau percé. Sur la droite se trouvait un atelier attenant à la boutique. La cheminée fumait noire, ce qui laissait penser qu'un four y était en activité. Sur le fronton, l'enseigne de la boutique indiquait « Antiquité, verrerie, marbrerie, horlogerie, réparation ». Ce n'est que lorsqu'elle vit entrer une pleine famille de Scandinaves en goguette, aux cheveux presque blancs à force d'être blonds, qu'elle se décida enfin. À l'intérieur de la boutique, il régnait une chaleur à défaillir. Ce que ça devait être en plein été. On y trouvait entassés côte à côte sur les mêmes présentoirs poussiéreux des merveilles, des poustouflantes factures comme des bibelots tartans du dernier intérêt. Ici de superbes vases de verre aux couleurs vives style Murano et des sculptures remarquables de tailles diverses, là des pots de chambre en porcelaine ébréchée. Des santons tout en finesse d'exécution mélangés pêle-mêle aux pièces d'un vieux jeu d'échecs incomplet sur un plateau fendu. Encore de magnifiques pipes d'écume flambantes neuves autour d'un vieux bang noirâtre parmi un fatras de montres au cadran laiteux sinon brisé. Au mur une Joconde à s'y méprendre et une Madone qu'on croirait signée Botticelli, les deux superbement encadrés, suspendus au même crochet que des képis mités de l'époque fasciste et des coucous suisses détraqués, dont un seul en état de marche produisait un tic-tac à pousser un métronome au suicide. Un ensemble très étrange pour le moins. Sans compter l'odeur de soufre qui exhalait de l'atelier derrière.
Ça refoulait l'œuf pourri, si bien que les braves nordiques ne firent pas long feu et s'en furent presque aussitôt rentrés. Héloïse restait seule avec l'étrange étrusque aux tentacules rousses dans l'exiguïté inconfortable de sa boutique sous LSD. Elle le dévisagea pour tenter de déceler s'il la connaissait ou non. Non, apparemment. Il était déchiré, le bougre. Son regard ahuri se noyait dans l'air et sa langue claquait au fond de sa pâteuse. Ses yeux fuyants étaient plus rouges encore que ses loques. Comme elle allait foutre le camp à son tour, ses yeux accrochèrent une petite Sainte Vierge en opaline bleu nuit. Le Sacré-Cœur qu'elle arborait sur la poitrine était en feuilles d'or. Elle en demanda le prix à la gorgone agonique qui lui répondit en bafouillant « 120 €, è fatto a mano, handmade, by me ». Il voulait dire fait main, par ses soins. Habile de ses doigts certainement, mais comme vendeur. Eh ben, t'es pas vif. Puis tu parles anglais comme un vache espagnol, mon pauvre vieux. Songea si fort Héloïse qu'elle redouta qu'il l'entende. Toute façon. Elle répondit vendue et en file en plette. Le soir même, revenue sur l'île, elle alla à la rencontre de Julot qui débarquait du même riva que d'habitude. Il avait un petit paquet sous le bras, joliment emballé. Cadeau, dit-il. Elle le déballa. Ça ressemblait à un stylo chromé au premier abord, qui de plus près se révélait un taser envoyant à qui se le prenait dans les gencives un courant électrique de 2 400 000 volts. De quoi rôtir tous les Infantana du monde en moins d'une seconde. Voilà Catwoman. Avec ça, même Bane y dit aïe, fit Julot. T'es mignon, Q. Mais c'est plus la peine, Infantana a été arrêtée ce matin. Oh. Ouais, mais Isabelle là avec. Tu peux fanfaronner. Ce qu'il fit généreusement de toute sa physionomie. Ils prirent place à la terrasse du resto, commandèrent un verre de vin, puis Héloïse commença son compte-rendu de la journée. À ce brave Jules, décomposé au chapitre de la course-poursuite avec Infantana juste avant son arrestation, elle admit que pour le coup elle avait eu vraiment la trouille et que même, à ce moment-là, elle avait reconnu qu'elle aurait dû l'écouter. J'avoue, j'ai eu chaud. Mais bon, maintenant que tu m'as fait cadeau du foudre de Zeus, j'ai plus qu'à griller séance tenante le premier tocard qui me veut du mal. Ouais, ben sors pas sans, s'il te plaît. Pour toujours et à jamais dans ma poche droite, mon bien-aimé. Prête à dégainer. Le colt de Calamity Jane à côté, c'est du gaz hilarant. Elle enchaîna sur la double arrestation qui s'ensuivit, sa profonde consternation au moment de celle d'Isabella, l'aller-retour à Stresa, la rencontre avec le flic et la découverte de la boutique de Gaetano. « Regarde-moi ça !» dit-elle en posant sur la table la petite Vierge bleue, puis tout à côté l'éclat d'opaline récupéré lors du cambriolage. On eût dit qu'ils sortaient du même atelier. Même couleur, réfraction identique, même éclat, même feuille d'or aussi. Ce qui laissait à penser qu'une même main habile soit derrière la confection des deux objets. Pourtant, l'un provenait d'une pièce qui avait été produite dans les Vosges sous le Second Empire, et l'autre, d'un phasmasmatique reclus de nos jours à 2 brasses d'ici. Julot les compara méticuleusement, une moue admirative vissée au visage. Il ne savait que dire. « Ça te la coupe, hein ? Dis donc, si tu sais pas quoi foutre demain entre midi et 2, entre 2 gros lards et 3 greluches, passe faire un tour au palais. M'est avis qu'il s'y produira le plus badass exposé depuis Conan Doyle, Christie et peut-être même Simenon. » Comment ça, 2 gros lards et 3 greluches ? Je t'ai aperçu ce midi depuis le bateau entre Gérard Larcher et Evgenia, 18 ans. Bien de bouffer devant les pauvres, ça va ? Ça vous contrarie pas trop la digestion ? Bah alors, mon Héloïse, t'es jalouse ? Jalouse, moi ? Mais bonne fesse ! Je m'en tartine les partinables, mon pauvre ami. Seulement pendant que tout là-haut t'es dégénéré et toi tramez vos petits manèges, il y en a ici-bas qui se triturent les méninges. Julot eut un sourire espiègle. Tant que ça ne contrarie pas mon ménage. Et c'était bien répondu. Ils s'enlacèrent après le dîner pour ne plus, cette fois, se lâcher de la nuit. Chapitre 6. Une dernière touche et tout est révélé. Quand sonnait le réveil de Julot qui le fit grogner, Héloïse était déjà réveillée depuis plus d'1 heure. « Dormir, c'est bon pour ceux qui s'emmerdent, » ruminait-elle. Elle se tortillait, bouillait en dedans. Les yeux rivés sur son téléphone, elle suivait l'avancée de son colis, le luminol, qui n'avait rencontré aucun accroc et devait en principe être livré pour 11 heures au bureau de tabac de Strez. Elle eut sans sourciller abandonné 4 heures de sa vie pour y arriver plus vite. Elle ne ménagea pas Julot, dont elle savait pourtant qu'il avait l'émergence pataude et parfois même bougonne.
Mais ce matin-là, quoiqu'il eût les paupières calcifiées comme d'habitude, il parvint à l'esquiver en douceur lorsqu'elle le bouscula. Allez, bouge ton gras et va te raser, bec à foin. Ça va pas se faire tout seul. Il sourit. C'est bien. Dis-le toi. Tu sais que c'est pas de m'emmerder qu'il fera arriver plus vite ton blue machin? Ouais, c'est pas faux. Pardon mon pépère, je me tiens plus. Julot avait pu, malgré tout, revenir au monde à son rythme. Petit-déj hagard, tartine bof trempée dans un café tiédi devant sa bien-aimée absente, tout entière absorbée par Stresa à la fenêtre, délaissant la confiture pour ne goûter qu'à ses ongles. Il se gardait bien de le proclamer, mais son impatience de petite fille attendant son dessert préféré alors qu'il reste encore entre elle et lui une assiette de soupe l'amusait un peu. Il la savait sur le point de boucler sa toute première véritable enquête, et cette extatique impatience lui seyait à ravir. Ça la rendait peut-être pas franchement aimable, mais Dieu qu'elle était belle. Comme ils sortaient de l'auberge du petit-déj, ils tombèrent sur Caterina. Elle paraissait toujours plus vague, plus sonnée, marchant d'un pas hésitant vers nulle part. Héloïse alla sans détour à sa rencontre. La veuve eut un sourire pâle à sa vue et lui présenta ses excuses pour la façon dont elle l'avait quitté la veille. Julot, lui, attaché Case en main, se contenta de la saluer d'un compatissant hochement de tête. Il saisit discrètement le coude de sa dulcinée et à voix basse lui glissa à l'oreille. « Je te retrouve au palais à midi, ma douce. Je veux être là pour ton triomphe. »« T'emballe pas, mon poulbeau, répondit-elle. C'est pas encore béton, mon affaire. Si ça se trouve, je me gourre complet et je vais passer pour une raviole trop cuite. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bah, te mets pas trop la rate au courbouillon, va. Sûr que tu vises juste. Tu vas nous éblouir et sauver la môme, je te le signe. » Héloïse lui fit son plus beau clin d'œil et ils se quittèrent sans autre effusion, mais toujours plus enamourés, tout comme s'ils venaient de se rouler le patin The End des vieux films. Revenue à Caterina, elle lui redit en italien combien elle s'associait du fond du cœur à son malheur avant d'ajouter « Écoutez-moi une seconde si vous voulez bien. J'ai rassemblé un faisceau de preuves, une toute dernière chose à mettre au clair et je pense pouvoir prouver qu'Isabella n'est pour rien dans le meurtre de son père. » Caterina s'éclaira légèrement. « Vraiment ?» dit-elle, aux abois. « Vraiment. Infantana a agi seule. Cette histoire d'héritage ne tient pas debout. Si Isabella est coupable d'une chose, c'est de s'être laissé jouer de la flûte par ce fieffé faucheton pour piquer des œuvres au palais. » Face à toute cette détermination, la belle-mère désespérée se surprit à croire. « Ils me l'ont ramenée hier soir. Comme elle est mineure, ils ne peuvent pas la garder à vue la nuit. Elle est assignée à résidence, à disposition. Elle est murée dans le silence. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle ne dit rien ?» Elle fondit en sanglots. Héloïse hésita, un quart de seconde peut-être, puis se risqua. « Me permettriez-vous de la voir? J'ai peut-être ce qu'il faut pour la débloquer. » 12 coups sonnaires qui firent sursauter maître Corbeau sur son clocher perché. Une mouette moqueuse qui tournait en rond alentour rit de si bon cœur qu'il est possible qu'elle rit encore. Héloïse avait récupéré son colis prodigue et, munie de son contenu, s'était empressée de retourner sur l'île, au palais, procéder enfin à cette fameuse et dernière formalité. Elle paraissait rassérénée, rayonnante, bien alignée sur ses jolis jarrets, tout en maîtrise. Dégaine impec, calme, que Zidane qui s'apprête à transformer un penalty à côté, c'est Olivier Variant à 20h sur BDSM TV qui t'explique que tout compte fait, le masque est obligatoire pour sauver ta grand-mère. Julot, l'ispettore Gracco, Caterina et même Isabella l'avaient rejointe à sa demande dans le grand salon bleu qu'elle avait investi une petite heure auparavant. Évidemment, dans un premier temps, elle n'avait pu obtenir des employés du musée qu'on fermât les volets pour opérer dans le noir complet. Elle n'avait même pas essayé. En revanche, elle avait, aussi discrètement que possible, vaporisé la base de l'obélisque désaligné et l'avait éclairé du petit néon bleu fourni avec le liquide dans le kit. Le résultat avait littéralement surclassé ses espoirs. Une véritable aurore boréale embrasait l'objet, mais aussi la console et même le mur derrière, ainsi que le sol malgré la lumière ambiante, révélant de vastes éclaboussures de sang. Tout ce petit monde rassemblé, auquel s'était ajouté le directeur et 2 ou 3 autres en uniforme du musée, chargés d'éloigner les visiteurs curieux, attendait désormais qu'elle prenne la parole, ce qu'elle fit. « Merci à tous d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Je vais vous démontrer, preuve à l'appui, le véritable motif du meurtre du regretté Dante Mitollo par Gianni Infantana, et surtout vous apporter la preuve que la jeune Isabella, ici présente, n'y est pour rien. On l'a jouée, mais elle n'est en aucun cas complice. Ispettore, vous m'avez dit que la victime avait eu le crâne brisé par ou contre un angle dur.
Vous soupçonniez les marches du petit escalier qui mène à la surface du lac là dehors, ou le parapet de la terrasse. Eh bien voici la preuve que c'est inexact. Voici l'objet que vous cherchiez. Elle braqua son néon bleu sur la base de l'obélisque d'où jaillit une laitance fluorescente. Jugez plutôt, reprit-elle. Et si messieurs le directeur et ses ouailles daignaient fermer les volets de la salle, nous en découvririons très certainement de longues traînées sur le sol menant directement à cette fenêtre-ci ou peut-être celle-là, qui donne directement sur le lac. Le directeur, encouragé par une œillade approbatrice de l'inspecteur, s'exécuta et dans les 10 minutes, la salle était plongée dans le noir complet. Alors les prédictions d'Héloïse se révélèrent en pleine lumière aux yeux stupéfaits de l'assemblée. Des éclaboussures de sang, comme si on en avait balancé de plein saut sur le sol et jusqu'au mur, et qui, comme annoncé, décrivaient l'endroit précis où les coups avaient été portés, ainsi que le chemin par lequel on avait ensuite déplacé le corps jusqu'à la première fenêtre. Le garde-corps de la fenêtre en fut maculé avant d'être nettoyé. On en retrouverait même plus tard quelques gouttes sur un chérubin de stuc haut de plusieurs mètres qui avait échappé au ménage, pourtant méticuleux. Héloïse alors déroula. Ces traces de sang laissent peu de place au doute, vous en conviendrez. Monsieur Mitolo a bien été tué ici. À présent, suivez-moi dans la salle voisine, s'il vous plaît. On suivit en procession silencieuse l'oratrice jusqu'à la salle des médailles où la grande table était comme à l'habitude dressée de sa vaisselle d'opaline bleue. Et là, sous le regard complice de Julot, qui se pâmait d'admiration pour sa si fraîche Miss Marple, elle posa sur la table au milieu du service le bris d'assiette bleu veiné d'or. Le directeur et sa suite poussèrent une clameur de réprobation qu'Héloïse interrompit aussitôt. « Ispettore, mesdames, messieurs, avant-hier soir je suis sorti prendre l'air en pleine nuit, ne parvenant pas à trouver le sommeil. C'est alors que m'est parvenu un faisceau de lumière dans l'interstice des volets. Je me suis approché pour y glisser un œil discret, et j'ai vu un homme à la carrure d'Infantana enfouir dans des sacs plusieurs pièces de ce précieux service à vaisselle. Je me suis aussitôt caché, et peu après j'ai pu observer cet homme sortir les bras chargés de son butin, duquel s'est échappée une assiette qui s'est brisée sur le sol. Ceci est un fragment qu'il a oublié derrière lui. Dès le lendemain, soit hier matin, je me suis précipité au musée et quelle ne fut pas ma surprise de ne noter aucune agitation. Or, précisément, c'est là que se trouve la clé de l'énigme. Comment était-ce possible, monsieur le directeur? Je me suis enquise auprès de l'une de vos employées préposée à l'époussetage de ces remarquables artefacts, qui m'a assuré que depuis plus de 30 ans qu'elle s'occupe de leur entretien, aucun d'entre eux jamais n'a disparu ni ne s'est brisé. Mesdames, messieurs, voici la tesselle perdue de la mosaïque. Elle sortit triomphante de sa bandoulière la petite vierge bleue qu'elle brandit à leurs frimes abasourdis. Après notre entretien d'hier, Ispettore, je suis tombé sur un homme que j'avais vu la veille sur son petit bateau venir chercher une Infantana sur l'île. Stresa est une petite ville et c'est heureux. Aussi ce quidam est reconnaissable entre mille. Un maigrichon coiffé d'étranges dreadlocks rousses. Je l'ai suivi jusqu'à sa boutique. Il fabrique dans son atelier de superbes pièces comme celle-ci, entre autres vases, gouttes de cristal aux fleurs, mais il peint aussi des tableaux encadrés d'or, sculpte le marbre, un véritable artiste. Il imite, ou contrefait, des œuvres célèbres et je dois dire, non sans un admirable savoir-faire. Sachant qu'il fréquente Infantana, nous pouvons déduire que lorsque celui-ci venait perpétrer ses cambriolages au palais, il ne venait pas les mains vides, mais chargé de pièces de substitution. C'est assez malin, reconnaissons-le. Joli coup. Aucun objet ne manque, pas de vol. Mais voilà, c'était sans compter sur la perspicacité de Dante Mitolo, sa passion pour le palais et ses collections, et peut-être aussi l'hostilité tenace qu'il lui vouait. Monsieur le directeur, il serait pertinent, je pense, de procéder à une expertise poussée de tout ce que votre collection compte d'objets déplaçables, car cette entreprise dure depuis plusieurs semaines. Reste maintenant à établir le degré d'implication d'Isabelle. La jeune fille pleurait en silence dans les bras de sa belle-mère depuis la révélation des traces de sang laissées par le meurtre de son père. J'ai pu m'entretenir ce matin avec cette pauvre enfant qui m'a tout révélé. Vous avez bien de la chance, intervint l'inspecteur Gracco. Nous l'avons interrogé des heures et nous n'avons obtenu que silence et sanglots. Sauf votre respect, Ispettore. C'est que vous l'accusiez du meurtre de son père qu'elle aimait, tandis que moi, précisément, je cherchais à démontrer son innocence. Et se tournant vers la jeune fille, « Isabelle, peux-tu s'il te plaît répéter ici ce que tu m'as dit ce matin ?» Isabelle parut faire un effort surhumain pour sortir de sa contrition, et d'une voix presque inaudible d'abord, puis entrecoupée de sanglots lorsqu'enfin elle parvint à la faire sortir de sa gorge. Elle affirma que le fameux coup dont il parlait était bel et bien le vol des œuvres d'art du palais.
Elle avait accepté de fournir à Infantana un double des clés que son père avait en sa possession, ainsi que les codes d'alarme qu'il conservait sur un carnet dans son bureau. Il m'avait promis que le coup était sans faille, qu'on ne pouvait pas se faire prendre et qu'une fois un butin suffisant amassé, il m'emmènerait en Californie. Il avait tellement insisté. Je croyais qu'il m'aimait. Il a tué mon père. Caterina la serra contre elle. Tout petit cœur trop vert, compatit Héloïse en elle-même. Puis elle reprit son récit. Ce n'est donc pas une affaire d'héritage, ispettore Gracco, mais un vol, tout simplement. Isabella n'étant rien responsable du meurtre de son père. Va bene, mademoiselle Garnier, répondit l'inspecteur. Je dois dire que votre exposé est très convaincant. Mais dites-moi, signor direttore, qu'en est-il des caméras de surveillance qu'on voit un peu partout dans les palais? Le système date des années 80 et doit être remplacé en fin d'année, répondit l'intéressé. Toutes ces caméras sont reliées à un poste central où tout est enregistré sur des bandes magnétiques. Elles s'effacent d'elles-mêmes toutes les 48 heures pour reprendre l'enregistrement. Nous ne les avons jamais visionnées car, comme il vient de l'être démontré, aucun vol n'avait été constaté. En fin d'année, dites-vous, dit Héloïse. Voilà qui explique pourquoi Infantana, qui avait dû la prendre, s'est fait si pressant auprès d'Isabelle. Vous avez donc jusqu'à cette nuit pour constater le vol d'avant-hier. Ça sera fait, vous pouvez me croire. Je m'y rends de ce pas. Aspettare, signore, per favor. Le retint Héloïse. Je présume que le sort de la victime vous intéresse aussi. Il était votre ami, me semble-t-il. Or voici ma conclusion. Dante Mitollo l'a donc éventé. Jusqu'à quel point je ne le sais pas. En tout cas, il soupçonnait quelque chose. Cette nuit-là, il a quitté la chambre conjugale pour se rendre au palais. Là, il aura surpris une Infantana dans ses basses œuvres qui, pris en flagrant délit, l'aura tout simplement assassiné à coups du premier objet lourd qui lui tombait sous la main. Il aura ensuite jeté son corps à la baille par cette fenêtre, sera descendu lester son corps de rocher, espérant que jamais il ne remonte. Ou du moins pas tout de suite, le temps de terminer son pillage. Puis froidement, méthodique, il aura tout nettoyé. Si la bonne Suissesse n'avait pas aperçu la dépouille dans le lac, Infantana paraderait toujours comme le vainqueur qu'il se croyait être. Isabella n'aurait su que bien après son départ ce qu'il était advenu de son père. Et vu le peu d'empressement de ce lâche à la disculper après 24 heures d'interrogatoire, sachant pertinemment qu'il est cuit, il aurait effectivement réussi sur toute la ligne et serait parti pour les antipodes, riche et content. Probablement sans toi, ma pauvre belle. Je suis désolé. Gardez bien auprès de vous questa ragazza, signore Giulio. Je ne connais pas d'autre comme elle. Glissa Gracco à l'oreille de Julot, perclus d'admiration, saupoudré peut-être d'un soupçon de jalousie. Le soir même, Héloïse et Julot fêtèrent en tête-à-tête la triomphale démonstration qui venait de conclure l'affaire. Une nuit d'ivresse et d'amour, une nuit dorée comme l'était ce soir-là la lune suspendue dans le ciel du Piémont. Gaetano fut interpellé dans l'heure pour contrefaçon et recel. Il purge sa peine à la prison Lorusso e Cutugno de Turin où, paraît-il, il reproduit depuis sous le plafond du réfectoire la fresque de la chapelle Sixtine. Infantana fut jugé et condamné à 22 ans incompressibles de réclusion pour le meurtre de Dante Mitollo, vol aggravé, détournement de mineurs et tutti quanti. La formule complète. Isabella, quant à elle, eu égard à son jeune âge et son chagrin d'ores et déjà éternel, fut déclarée victime et non complice, et entièrement blanchie. Elle ne s'était rendue coupable que d'avoir procuré clé du palais et code d'alarme à son amant diabolique. Après une expertise minutieuse, 58 pièces du musée s'avérèrent fausses comme des ministres. Héloïse rédigea d'une traite dès le lendemain, malgré sa gueule de bois cosmique, le documentaire qu'elle tourna une fois rentrée en France et diffusa sitôt les verdicts rendus. Cette vidéo, intitulée Assassinat sur l'Isola Bella, pulvérisa tous ses records d'audience. Une redoutable enquêtrice venait de naître. C'était Gracchus raconte, lisant du soi-même. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, soyez chic. Partagez, posez un pouce. Abonnez-vous, soyons fous. Mais surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me tient à cœur, comprenez-vous. Je me suis donné du mal, mine de rien. Je reviens bientôt avec un Céline, un Simon. Quand ils sont pas à écrire au préalable, c'est sûr, ça va plus vite. Ah. Grazie per tutto. Arrivederci, comme disait un chauffagiste de mes relations.